Donc nous sommes ravis de démarrer ces journées du patrimoine par une conférence. Nous avons donc l'honneur d'accueillir des passionnés de spéléologie et de plongée souterraine. Je tenais à vous dire que à la fin de la conférence, le bar, le patio est ouvert grâce à l'association Mouvance pour boire un verre. Vous avez également des livres disponibles sur la table là-bas et un petit flyer sur la prochaine conférence à venir, parce que cette conférence est la première d'un cycle de conférences sur l'année. Donc il y aura plusieurs temps de rendez-vous. Jean va vous expliquer un petit peu mieux ces temps de rendez-vous. Voilà, bonne conférence. Merci, bonsoir à tous, merci d'être nombreux. Je vais rester debout, assis, je sais pas, pour pas cacher les images. Voilà, donc c'est le premier, comme disait Prune, c'est le premier cycle, enfin c'est la première conférence d'un cycle qui va durer toute l'année. Donc il y aura plusieurs temps. Donc il y a cette conférence inaugurale qui concerne les Journées du patrimoine, et je remercie Prune, Nadège pour l'organisation, voilà, ainsi que la régie pour les captations. Voilà. Vraiment, on est vraiment appuyé là-dessus pour la communication de nos activités. Aujourd'hui, on est deux associations, hein, Larzac Explo et Céladon, donc qui sont basées à l'Odève et à Bayargues, je crois. Franck, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est ça, voilà. Et donc, du coup, voilà, on est présent sur le territoire depuis de nombreuses années à titre personnel, chacun individuellement. Puis on a décidé de se regrouper, de se structurer un petit peu pour pouvoir faire un petit peu ce travail de recherche, de compréhension et de suivi sur le lot des voies. Donc la conférence d'aujourd'hui, c'est la première. Il y en aura plusieurs, vous serez mis au courant. Il y en a une le 8 octobre. Vous avez des flyers que Prune et Nadège, je pense, vous distribueront, ou qui sont accessibles sur les tables. Voilà, il y en a une sur le 8 octobre sur l'eau à l'Odève, la vallée du Lauronnais, la source du Payrol. Donc c'est l'eau qu'on boit ici à l'Odève. Voilà, donc du coup, voilà, ce cycle de conférences va à peu près être jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Il y aura plusieurs temps forts comme ça autour de la spéléologie, mais pas que, autour de la recherche aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas simplement on va pas parler que de spéléologie, on va aussi parler de découverte, puis d'hydrogéologie, d'hydrologie, de plongée, de topographie, voilà. Donc ce soir, justement, cette conférence va être en 4 temps, puisqu'on est 4. Voilà, donc moi, je suis Jean Camplot, natif de l'Odève. Certains d'entre vous me connaissent. Je vois des visages de spéléo aussi dans la salle. Donc voilà, moi, je suis natif de l'Odève, fils de spéléo. Donc du coup, qui est là aussi, mon papa, qui a commencé la spéléo dans les années 50, est natif de l'Odève. Donc voilà, alors le mot n'est pas approprié, mais le virus de la spéléo m'a bien, mon père me l'a transmis depuis l'âge de 8 ans. Donc ça fait quelques années que je fais ça. Donc moi, je vais vous présenter ma partie. Ça sera la partie historique. Alors voilà, hein, on va balayer sur un petit quart d'heure la partie historique à l'Odève, avec les débuts des explorations à l'Odève en 1889 par les Valots, par Joseph et Gabriel. Et puis ensuite, c'est Laurent Guizard qui prendra la parole pour vous expliquer ce que l'on fait, nous, techniquement aujourd'hui en 2020, en termes de recherche et de connaissances. Ensuite, Nicolas Lienhardt fera suite à Laurent pour tout ce qui est la partie hydrogéologie, puisque c'est son métier. Voilà, et il va vous expliquera ce que c'est un traçage, l'appareil qui est devant vous. Et puis Franck Vasseur finira et clôturera cette conférence avec la partie plongée, voilà, de la partie spéléo. Là-bas, on a mis à votre disposition quelques objets anciens et nouveaux, à part la gourde de Nicolas qui fait un petit peu tâche, mais voilà. Mais on a une évolution du matériel. Alors, je vais m'en servir un petit peu pour la présentation historique, mais voilà, là-bas, vous avez une évolution du matériel depuis le groupe Valo dans les années 30 jusqu'à la dernière lampe de Cindy, qui est sur la photo aussi ici. Voilà, la dernière lampe Scurion extra légère. Donc, vous voyez l'échelle du groupe Valo des années 30 et le dernier casque
extrêmement léger, où on n'a que des accus et des piles qui nous éclairent aujourd'hui. Voilà, donc je vais commencer par la partie donc historique. Alors pourquoi j'ai voulu faire une partie historique à l'ODEV? Parce que on le sait pas, on le sait, les natifs de l'ODEV, on parle de Joseph Vallot beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui a compté à l'ODEV, on le sait, d'un point de vue de ses activités au Mont Blanc, en montagne, mais on sait moins que Joseph... oui, il y a un souci. Voilà, c'est bon, tu veux couper? Voilà, ok. Voilà, on sait moins que Joseph et Gabriel, ils ont quand même œuvré dès 1889 à l'exploration des cavernes à l'ODEV. Alors il faut savoir qu'est reconnu historiquement le père de la spéléologie, c'est Édouard Alfred Martel, 1888, avec l'exploration de l'abîme de Bramabio en Lozère, dans des conditions qu'on peut imaginer à l'époque, c'est-à-dire voilà, des bleus de travail, des chapeaux avec des lumières dessus artisanales. Et en 1889, on a les explorations de Joseph et Gabriel Vallot. Alors Joseph et Gabriel Vallot, voilà, on a cherché dans les récits, on a essayé de comprendre, mais voilà, après moult recherches, on s'est aperçu que Gabrielle Vallot, c'était la première femme spéléologue de France, du moins celle qui a écrit la première sur le sujet. Voilà, on a dans les annales du CAF en 1889 des récits très précis. Alors accompagné de topographie bien sûr de son mari et de la partie scientifique qui a été levée par Joseph, mais Gabrielle Vallot, c'est quand même quelqu'un qui a raconté, qui a écrit beaucoup. Alors on peut le prendre comme une romance, mais enfin un peu comme l'a fait après Casteret, comme l'a fait Martel. On a des récits sur la grotte de l'Abeille que certains connaissent, qui se visitent aujourd'hui, la grotte de Gériols, les abîmes du Mas de Rouquet, la cave de Vitalis, la veine des Castres, la veine de la Bastarde. Alors pour les spéléologues qui sont dans la salle, ce sont des noms qui sont connus, c'est des cavités qu'on dit nous historiques. Mais c'est vrai qu'ils étaient harnachés dès 1889. On a quelques récits, quelques échanges de courriers. Mon ami Daniel André en Lozère m'a fait part de quelques courriers entre Martel et Vallot, où Vallot le questionnait sur l'exploration des cavernes, et il lui disait, ce Martel, peut-être tu trouveras un nouveau d'Argilan près de la région de l'Odève, parce que, alors une petite anecdote, en 1889, avant les premières explorations, on sait que Martel est venu à la propriété des Vallot ici à l'Odève se reposer entre deux explorations. C'est-à-dire qu'il descendait du plateau du Larzac, des Grands Cosses, où il venait de faire des explorations à la veine de Dargilan, ou la grotte de Dargilan, ou à la veine Armand, avec son collaborateur Armand, et il allait explorer l'abîme de Rabanel. Et il est venu passer 3 jours ici à l'Odève, discuter avec Vallot du monde souterrain. On est en 1889. L'année qui suit, la même année, Gabriel a écrit un récit très détaillé sur la grotte de l'Abeille, la grotte de Gériols, les cavités qui sont citées ici sur cette diapositive. Donc, précurseur souterrain à l'Odève, c'est une évidence, les deux. C'est-à-dire que Gabriel et Joseph, quoi qu'il en soit, on les suit à la trace. C'est-à-dire que quand on va à la grotte de l'Abeille, on est sur les traces de Gabriel et Joseph. Quand on va aux abîmes du Mas de Rouquet, on retrouve même leur signature sous terre encore, 132 ans après, on les retrouve. La dernière fois qu'on les a cherchées, on ne les a pas trouvées, mais en fait, elles existent puisque les photos sont là. Mais bon, voilà, je ne les ai pas retrouvées, mais elles existent. Voilà. Mais donc c'est quand même des personnages importants. Et Gabriel, vraiment, on a vraiment cherché, on a trouvé quelques écrits d'une femme spéléologue sur la grotte de Dargilan, notamment en 1891, 1890. Mais on a les premiers écrits. Et alors pour une femme à cette époque-là, être en pantalon en 1889 et aller faire de la spéléo sur les cavités du Larzac, vous pouvez imaginer que c'était pas forcément bien vu. Mais bon, enfin, ça c'est un autre problème. Voilà, donc ils ont quand même fait un travail scientifique, parce que Joseph, vous le savez, hein, était quand même quelqu'un qui avait cette passion pour la connaissance. Donc on a hérité de dessins, de topographie. C'est-à-dire la topographie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la cartographie, et Laurent vous en parlera plus longuement tout à l'heure, c'est la cartographie des cavités. Voilà, donc on a des plans qui sont levés en 1889 par
Joseph Vallot, et des récits qui sont écrits par Gabriel, un petit peu à la Jules Verne, quoi. Voilà, c'est des choses où on a envie de découvrir le monde souterrain. La photo de la conférence, c'est la fameuse obélisque dont parle Gabriel, et c'est Cindy qui pose à côté. Donc vous voyez la taille de Cindy, la taille de l'obélisque du Mas de Rouquet. Donc c'est ça ce que raconte ici là sur la simple pente sablée qui conduit à la salle de l'obélisque. Voilà, donc qui a été découverte et qui est à cette photo, elle est ici. Voilà, l'obélisque fait 12 mètres. Voilà, ce qui n'est pas rien quand même. En dessous, vous avez la topographie de la grotte de l'Abeille. Alors vous voyez, c'est très succinct, mais ça a le mérite d'exister, c'est des documents historiques. Ils avaient quand même aussi une particularité, et là je remercie Marie-France Lapéry qui est dans la salle de m'avoir confié ces clichés qui viennent de la famille Vallot. Ça c'est une photo de 1889 à la cave de Geriols, enfin à la mine de Geriols, qui est une grotte mine qui est à l'Odève. Et on y voit ici, alors de vous dire que c'est Gabriel, je ne suis pas certain, mais en tout cas on y voit ici les canaux en bois et les lampes qui sont qui ont permis les explorations de la grotte de Geriols. Et donc ils avaient déjà le besoin de faire des photos. Alors vous voyez, imaginez un petit peu le type de photo. Voilà le matériel qu'il fallait en 1889 pour faire une photo. Alors sans faire la course à l'Odève, on a tout fait en premier, mais il s'avère que des photos souterraines de cette époque-là, il n'y en a pas beaucoup. Je ne les ai pas encore retrouvées toutes parce que c'est un travail de longue haleine, mais on a des photos de Martel, bien sûr, mais voilà, imaginez un petit peu un appareil photo de mètre cube. Alors, il y en avait des plus petits, bien sûr, hein, mais quand même, bon, voilà, Joseph Vallot s'était entraîné à faire des photos. Et donc, on a des gravures de 1889 qui sont ici, qui sont issus de photos et qui sont publiées sur le CAF. Et donc on a mis l'ami Fred ici avec ben voilà, la même position que Randon, parce que c'est pas ni Vallot, ni Gabriel, ni d'autres explorateurs, c'est un dénommé Randon, qui était en fait un élagueur jardinier à l'Odève. Voilà, il faut faire plus de recherches. Et donc on a fait la même photo. Philippe Crochet est venu l'année dernière faire ces photos, où à la fameuse obélisque du Mas de Rouquet, on a mis les spéléologues de 2021 et les spéléologues de 1889. Voilà, donc 132 ans entre les deux photos. Et on a essayé de les reproduire. Alors c'est pas facile sous terre avec le manque de lumière de voir voilà, les positions du personnage. Mais on a essayé de faire quelque chose qui y ressemblait pour montrer le comparatif. Et qu'il y a déjà 132 ans, il y avait cette volonté de Vallot de nous faire découvrir le monde souterrain. Alors il y a l'après Gabriel, c'est-à-dire que Gabriel est décédé en 1933 et il y a ensuite des explorateurs qui se sont succédés, qui sont beaucoup en rapport avec l'archéologie et qui sont, voilà, j'ai pris quelques exemples, Félix Mazoric et le père François Pouget qui ont exploré plutôt les cavernes dans la région de Saint-Maurice-de-Navacelles. Donc du coup, voilà, on est avec ces époques, vous voyez les casques coloniaux, voilà. Et donc le père François Pouget, Félix Mazoric, c'est des gens qui ont œuvré aussi à la découverte des cavernes ici dans le Lot-des-Bois. Alors quand on dit Lot-des-Bois, hein, quand je parle, j'essaye de faire quelque chose d'un peu large au niveau Larzac, parce que quand on est qu'à l'Odève, mais le Larzac c'est grand, vous le savez, mais vraiment sur la partie méridionale. Hein, je me suis consacré un point de vue historique sur la partie méridionale. Ensuite, dans les années 30, moi je les ai appelés les héritiers de Vallot. Pourquoi? Parce qu'il y avait un groupe de gens de l'Odève qui se sont regroupés en, allez, on va dire en groupe. Ça n'était pas encore un club, donc c'était voilà, un groupe d'action spéléo, je ne sais pas comment on peut le nommer. Et donc c'est des noms que certains Lodévois connaissent comme Bessières, Coquio, Caillard, Poujol, Torel, Fontanille. Et en 1934, ils créent le groupe Vallot à l'Odève. Donc dans la lignée des Vallot, ils lui ont donné le nom et ils ont créé le groupe Vallot qui existe toujours, qui est le club de l'Odève groupe Vallot, qui existe toujours. Et ce groupe, voilà. Et là, cette échelle que vous voyez ici, c'est cette échelle qui est ici. Voilà. Donc elle est revenue jusqu'à nous. C'est, je pense, un don de Charles Bessières dans la collection Bessières. Il me semble que moi, on me l'avait déjà prêté, ou peut-être elle est au musée depuis plus longtemps. Stéphane, tu nous diras. Mais en tout cas, cette échelle-là,
c'est cette échelle-là. Et cette photo, c'est une photo qui est à la Veine des Perles. C'est la Veine des Perles, c'est une cavité sur laquelle on travaille à l'heure actuelle et sur laquelle on a fait des traçages dont vous parlera Nicolas tout à l'heure. Peut-être pas de celui-là, mais du moins de ce style de traçage. Et il faut s'imaginer un petit peu, il descendait avec ces échelles. Alors là, vous avez 10 mètres d'échelle, pour vous montrer. Ça, c'est 10 mètres d'échelle. Et ça, c'est 10 mètres de corde. Voilà. Ça nous permet de descendre aujourd'hui beaucoup plus léger, beaucoup plus rapidement. Imaginez un petit peu les sacs qu'il fallait pour descendre le puits de la Veine des Perles qui fait 30 mètres seulement. Donc voilà. Donc pour l'occasion, pour la création du groupe Ballot, ils ont fait venir ici à l'ODEV des illustres spéléologues que les gens qui sont dans la salle, qui sont spéléos, connaissent. Donc on a Robert de Joly ici qui est venu dans les années 30 et qui a participé aux explorations de la grotte du Banquier, de l'évent de Gourgas. Et ensuite, on a Norbert Casteret. Norbert Casteret que l'on connaît par les écrits et qui a justement passé grand nombre de livres de sa vie à raconter le monde souterrain de façon admirable, toujours un peu à la Jules Verne, un peu comme ces années de la fin de 1890, là où on racontait vraiment, on a l'impression d'y être. Voilà, donc ces deux illustres spéléologues, Norbert Casteret ici, Robert de Joly ici, sont venus à l'ODEV pour la création du groupe Ballot. Donc, entre 1930 et 1944, puis là, il y a eu la guerre, mais donc la spéléo, là, il n'y a pas eu trop d'activité, mais il y a eu des cavités qui sont extrêmement connues et qui deviennent aussi des cavités historiques. La Veine Vaillée, la Veine du Cap Perdu, la rivière souterraine du Bousquet, les vents de Gourgas, la grotte du Banquier qui est d'actualité en ce moment et sur lequel on a beaucoup travaillé cet été. Mais dès 1938, Albert Poujol, qui était président du groupe Ballot, et qui l'a été très longtemps, a fait ce qu'on appelle un inventaire des premières cavités. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Laurent vous en parlera tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il a commencé à répertorier, à cartographier, répertorier tous les phénomènes karstiques de la région de l'ODEV. Donc voilà, Albert Poujol qui était un des membres du groupe Ballot. Alors il était aidé de Bessières, de Coquio, des gens qui faisaient de la spéléo avec lui. Donc là on les voit ici à la Veine de Sochmanite pour les gens de Saint-Maurice. Et c'est une photo qui a été publiée sur l'Indépendant de l'ODEV en 1938. Donc vous voyez ce groupe, voilà, vous voyez les équipements, hein, on est loin des combinaisons étanches d'aujourd'hui et des casques extra légers. Alors, j'ai voulu parler de deux personnages importants qui sont Paul Rudel et qui sont Charles Bessières. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont été un peu des érudits, enfin, ils sont des érudits. Et Paul Rudel, il a beaucoup œuvré, et il a surtout œuvré sur la commune de Saint-Étienne-de-Gourgas, et il en a décrit des grottes. Et il en a décrit des phénomènes étranges sur le fonctionnement des sources. Nicolas, toi qui es si intéressé par les débits, on a des notes formidables de ce monsieur qui date des années 30. Et c'était un peu des érudits, c'était des gens qui apprenaient sur le tas, apprenaient sur l'observation. Et Charles Bessières, que j'ai bien connu, puisque bon, malgré mon jeune âge, je n'ai que 40 ans, j'ai bien connu Charles Bessières parce que je passais mes après-midi entre 12 et 15 ans chez Charles Bessières. Donc du coup j'ai eu l'occasion d'entendre les histoires du groupe Ballot et je pense qu'il a fait partie aussi des gens qui m'ont donné la passion de la spéléo, entre autres de l'archéologie et puis et du Lodévois en général. Voilà, donc c'est des personnages qui ont compté dans l'histoire de la spéléologie à l'ODEV, parce qu'ils étaient un peu conteurs, ils étaient un peu poètes, dessinateurs ici. Les dessins de Charles Bessières, ça c'est l'ossuaire de Ferrussac. C'est une interprétation, alors bien sûr c'est des interprétations, mais voilà, il y a Charles Bessières, je vous laisse lire les quelques phrases de ces gens-là, parce que ils ont mis leur côté artistique au service de la spéléologie et au service de la connaissance aussi. Voilà. Donc on a retrouvé grâce à Stéphane Fouché qui est dans la salle les cahiers de Charles Bessières que moi j'ai vu dessiner, que j'ai vu écrire à certains moments. Et ils ont été confiés par la famille Bessières au musée de l'ODEV et aujourd'hui on a pu les consulter, donc on a retrouvé des très belles choses que j'espère on pourra mettre en lumière dans le futur. Voilà, donc je voulais rendre un petit hommage à Paul Rudel sur Saint-Étienne-de-Gourgas et à Charles Bessières à l'ODEV parce que c'est des personnages qui ont quand même bien compté. Et après on arrive dans les années 50. Dans les années 50, il y a un groupe de jeunes dont fait partie mon papa qui est au fond de la salle. Et donc du coup j'ai appelé ça les enfants des Carmes. Les Carmes c'est un quartier de l'ODEV, un quartier là-bas au bord de la Lergue, vers l'hôtel de la Croix-Blanche, vers les bords de la Sous-Londres. Et là il y avait toute une équipe de jeunes qui allaient explorer les mines désaffectées autour de l'ODEV, les mines de barytine, et qui allaient prendre des risques avec des lampes. Donc vous avez leurs lampes qui sont là, celle-là de lampe, c'est une lampe historique des années... Tout début des années 50, vous voyez, il y avait déjà les piles.
Ouais, donc ça, c'est une lampe frontale. Vous voyez, Petzl n'a rien inventé. Voilà. Et on a les casques qui ont permis les explorations. Donc ils ont commencé comme ça, puis ils se sont structurés et ils ont intégré le Spéléo Club de Montpellier et ils ont créé une section à l'ODEV du Spéléo Club de Montpellier. Grâce aux nouvelles techniques, on a des explorations comme la veine du Cochon, la cave de Vitalis, la veine des Plans, la grotte du Banquier qui a été comment dirais-je, prolongée. Alors ici, vous voyez, ils utilisaient des échelles dites d'électrons qui ont été inventées par Robert de Joly, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est 10 mètres aussi. Donc vous voyez le comparatif, 10 mètres, 10 mètres. On a évolué, 30 ans entre les deux. Voilà. Donc, du coup, on a des gens comme Nourit, comme Henri Paloc, qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui a beaucoup compté, qui a fait beaucoup de travail. Donc ici, on a les photos à la veine du Cochon, des explorations. On est descendu à ces époques-là jusqu'à moins 170. Ici, une photo on a des photos un peu plus. Là, ça, c'est la veine de Rogue. C'est pas vraiment sur le cos du Larzac, mais c'est sur le cos de Blandas. Rivière souterraine du Bousquet, Gérard Gravagne ici. Et ici, mon père, Henri Camplot, avec René Nourit à la grotte du Banquier. Donc vraiment, dès les années 50, il y a eu une ferveur qui commençait vraiment à monter dans le lot des voies, vraiment. Et là, on a commencé à s'intéresser aux cours d'eau. Donc le premier traçage, alors le traçage, Nicolas vous expliquera mieux tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est on met du colorant alimentaire dans l'eau et on regarde où ça rentre et où ça sort. Alors ça, c'est le spéléologue de base qui parle, l'hydrogéologue rentrera dans les détails tout à l'heure. Mais en gros, ça nous permet de connaître les cours d'eau. Ben, voilà, en 1964, ici, le Spéléo Club de Montpellier, un peu sous l'impulsion de mon père, a coloré ce qu'on appelle la perte du Pont Noir. Et ici, on a les premières plongées dans le cirque de Gourgas. Alors, je crois que Franck, tu m'as dit que c'était Claude Toulmidjan. Donc, ça y ressemble, voilà. Donc, on est dans les premières plongées ici à l'évent de Gourgas pour les spéléologues qui sont dans la salle. Et ensuite... Et bien dans les années 70, après, ça a commencé à apparaître, pour cette spéléologie là, il y avait tous les clubs. Alors là, il y avait des clubs qui sont apparus, et je vois plein de têtes de gens là, du CLEPA, du GERSAM, du groupe spéléologique de Montpérou, du groupe spéléologique du Languedoc, du Spéléo Club du Keilar, le Spéléo Club de l'ODEV. Vraiment, dans les années 70, la spéléo, il y a le boom, comme on dit. Voilà. Alors, je ne me dis pas que tout le monde fait de la spéléo, mais enfin, voilà. Il y a donc... On intègre à ce moment-là une partie plus sportive. C'est pas négatif. Attention, le sport, c'est un moyen d'arriver à la connaissance. Mais on implique... Voilà, c'est un peu plus sportif, c'est un peu plus... voilà, ça, c'est une photo du Scal à la grotte de l'Abeille. Voilà, avant qu'elle soit visitable par le grand public. Voilà, donc il y a eu des découvertes majeures dans le secteur. Là, c'est voilà, j'ai pris quelques exemples. Alors, les spéléologues qui sont dans la salle m'excuseront, je passe vite parce que on est 4 à parler. Mais voilà, donc il y a ici, on avait mis le premier pompage à la grotte du Banquier. Alors, on l'a mis, celui-là, il est important parce que nous, on refait pareil, on fait pas mieux qu'avant. C'est-à-dire que ce siphon qui est ici, ben, il mettait 40 heures pour le pomper en 1974, mais on met toujours 40 heures pour le pomper en 2021. Voilà. Donc, comme quoi les techniques évoluent. Mais le GERSAM a fait beaucoup de découvertes ici dans la région. Le CLEPA, donc Club Loisirs Plein Air, le GERSAM, c'est Groupe d'études, recherche spéléologique et archéologique de Montpellier, si je ne me trompe pas. Le SCL, le Spéléo Club de l'ODEV, et le GSL, le groupe de spéléologique du Languedoc. Alors, je vous ai mis les noms, mais c'est pour montrer qu'avec l'histoire, en fonction de l'évolution des techniques, ben, on allait de plus en plus loin et de plus en plus profond. Dans les années 2000, il y a eu aussi des collectifs d'exploration, notamment à la grotte du Banquier, où plusieurs clubs de la région se sont réunis pour explorer cette grotte qui aujourd'hui fait 11 km 600 de topographie, mais on estime à 12, et qui est toujours en cours d'exploration. Bon, cette année, on a fait une grosse opération, mais on n'est toujours pas arrivé au bout du bout. Donc, à savoir qu'on appelle ça un puits sans fond, peut-être, j'en sais rien, mais voilà. Donc, opération de pompage, des plongeurs qui venaient de Marseille, notamment Patrick Bolagno et son équipe, qui ont exploré jusqu'à 7 siphons à la grotte du Banquier, dont un qui a été cartographié cet été par Franck Vasseur et qui fait 580 mètres de long pour moins 40, c'est ça si je ne me trompe pas, hein, voilà, moins 40 de profondeur, donc déjà on commence à être dans des plongées qui sont engagées, donc il faut imaginer qu'avec les moyens de l'époque, bon, qui sont pas mal déjà, maintenant on a des moyens de recycleurs dont vous parlera Franck aussi dans la dernière partie de cette conférence. Voilà. Et puis on arrive à nous, c'est les associations, Larzac Explo et Céladon. Alors voilà, on ne s'est pas différencié du monde de la spéléo, bien au contraire. On en fait partie intégrante, mais on a voulu
aborder le monde souterrain un peu différemment. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, au travers de l'impulsion de la communauté de communes, et que je remercie notamment Arnaud Lebeuz du service eau, rivière et assainissement qui est dans la salle, grâce à cette impulsion un peu dont, je vais dire les pouvoirs publics, mais au sens large du terme, ont besoin de l'information spéléologique. Pourquoi? Parce que la spéléologie, c'est avant tout l'eau. Et l'eau, on le sait tous, c'est quelque chose de très important. Donc, techniquement, si vous voulez, on a fait appel à nos compétences, à nos connaissances, et on a défini des secteurs, un secteur d'études que va vous présenter Laurent après mon intervention, où justement, on s'attelle à essayer de diffuser le maximum la connaissance que nous avons. Et derrière, ce qui est important pour nous, c'est justement de la transmettre. Alors, tant à la communauté spéléologique, mais aussi au grand public. Parce que c'est pas tout de dire, voilà, de se parler entre nous, mais voilà. Donc, vous voyez, depuis Vallot, depuis 1889, depuis Vallot, on est arrivé, il y a eu la spéléologie sportive, il y a eu la spéléologie de recherche, il y a eu les évolutions des techniques, et aujourd'hui, voilà, on a comment dirais-je, on a c'est l'eau, notre fil directeur. Et vraiment, c'est une action commune qu'on essaye de mener au service de la connaissance, comme le dit la phrase, la diffusion de l'information dans l'intérêt public et pour la protection de la ressource. La ressource en eau, aujourd'hui, le réchauffement climatique, tout ça, c'est des problématiques qu'on entend tous les jours. Mais nous, on la voit, certains, ils plongent dedans, mais c'est quelque chose qui, si vous voulez, voilà, l'eau, c'est notre fil directeur. Et on remonte le plus loin possible dans les grottes qui sont les sources. Vous voyez, ici, c'est la rivière souterraine du Bousquet. Il y a presque plus de souterrain que ce qu'il y a de ruisseaux à l'extérieur. C'est-à-dire que le ruisseau du Bousquet en lui-même, qu'on connaît, qui est à l'entrée de Péguerolles, fait 500-600 mètres de long à l'extérieur, et la grotte fait 1,7 km. Donc la rivière, elle, fait 1,7 km à l'intérieur et 500 mètres à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant, c'est-à-dire que la spéléologie, elle serve à diffuser cette information, à récolter la connaissance pour qu'on puisse au mieux protéger la ressource. Voilà. Donc 1889, 2021, 133 ans presque de spéléologie à l'ODEV, depuis Gabriel jusqu'à nous avec nos nouvelles techniques. Et là, je vais laisser la parole à Laurent concernant voilà, la suite de notre travail. À quoi ça sert tout ce qu'on fait? Juste, je précise, l'Arzac Expo et Céladon, ce n'est pas des clubs de spéléologie. Alors souvent, on nous sollicite pour nous dire, vous ne pouvez pas amener... Non, on n'est pas des clubs de spéléologie parce qu'on n'est pas affilié à la Fédération française de spéléo, parce qu'on a fait le choix de faire des associations de recherche, mais on fait partie de la même famille. Mais on n'a pas cette compétence-là, et on a voulu vraiment se concentrer sur la recherche et sur l'inventaire des phénomènes karstiques et des grottes et des avennes de l'ODEV. Voilà, je laisse la parole à Laurent. Et c'est fini pour la partie historique. Merci à tous. Pas trop. Je te la laisse ou je l'avance avec toi? Non, laisse-le. Tu veux que je le fasse? Ouais. Je te dirai. Bonsoir. Juste une précision, ce que vient de dire Jean. L'association n'est pas affiliée à la Fédération française de spéléologie, mais nous, oui. On est des spéléologues adhérents à la Fédération française de spéléologie à part entière. Bon, maintenant, je vais développer plus le côté technique, on va dire. Bon, les explorations, c'est bien. On explore. Qu'est-ce qu'on en ramène? Les récits, oui, ça reste dans l'histoire, comme a précisé Jean. Mais plus un volet technique, on découvre des cavités. Déjà, il faut les trouver, les pointer. Donc, et les répertorier, c'est l'important. Donc, on répertorie les cavités comment? Sur une carte, déjà, vous allez me dire, c'est facile. Donc, et les centraliser. On a pris comme décision d'utiliser un outil qui s'appelle VMAP, qui a été conçu par un ami qui est dans la salle, qui permet de centraliser par tous les spéléologues les entrées de cavités et plus loin les topos. Après, un outil qui est dédié à l'inventaire, comme il s'est précisé, et qui servira d'outil de travail au pouvoir public, au service des eaux ou autres, et un outil aussi pour les spéléologues, pour orienter leur recherche. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'ils alimentent aussi cette base de données. Voilà. Oui. Donc cet outil passe d'abord par la localisation des grottes, donc la géolocalisation. Donc,
pointer une carte sur une grotte, c'est pas simple. On peut toujours faire un descriptif. Tu sais, la grotte, elle se trouve derrière le petit arbre. Tu sais, derrière le gros caillou. Oui, bon, super. Mais 30 ans après, le petit arbre, il est gros. Ça arrive. Donc, on utilise maintenant, on a des moyens quand même très très modernes, qui sont des récepteurs de géolocalisation, plus communément appelés GPS. Vous en utilisez tous. On a nos téléphones, ce sont des récepteurs de géolocalisation. Ça nous sert pour trouver la boulangerie du coin, pour trouver l'itinéraire, pour trouver... Donc à l'aide de ces récepteurs, nous pointons les cavités. Une fois qu'on les a pointées, avec des coordonnées qui sont géographiques, on va dire. J'entends beaucoup, je fais une petite parenthèse, j'entends souvent, ou je vois encore sur des sites, coordonnées GPS. GPS, en soi-même, la coordonnée, elle ne veut rien dire. Le GPS, c'est un récepteur qui vous positionne sur la carte et les coordonnées sont après géographiques. Donc c'est juste une petite question de sémantique auquel je tiens. Bon. Vas-y Jean. Cette carte, une fois qu'on a tout répertorié, positionnement de la carte, des cavités sur cette carte, donc vous voyez, sur plusieurs secteurs. Donc le secteur où nos associations travaillent, nous avons défini plusieurs secteurs. Des secteurs qui sont, Nicolas, l'hydrogéologue, reviendra, sont définis des bassins hydrogéologiques, on va dire, qui alimentent certaines sources, ou plusieurs sources, par secteur. Donc, vous avez le secteur de Gourgas, Soubès, la vallée d'Alergue, toute la vallée d'Alergue, bien sûr, tout le côté Payrolles, avec le cirque de l'abeille, la vallée des Plans et la vallée de Lunas, qui est aussi une alimentation, bien que ça se trouve un peu excentré, des sources du lot des bois. Voilà. Une fois, oui, bon, très bien. Oui, vous avez un code couleur, bien sûr, les sources en bleu, les pointages plus ou moins précis avec des appareils modernes ou des pointages plus anciens en fonction des inventaires qui ont déjà été faits. Nous nous attelons à repointer précisément à l'aide de GPS plus modernes pour faire une localisation très précise. Voilà. Bon, sur chaque cavité, on met en place une fiche cavité, avec son nom, type de cavité, qui peut être une veine, une grotte, une source, la précision, un petit inventaire, une observation, une localisation, parfois une topographie quand elle existe, ou quand on s'attelle à les refaire aussi, et bien sûr les coordonnées qui peuvent être définies, ou un coordonnée géographique ou autre. Voilà. Donc nous passons sur le volet topographique, parce que c'est bien, on a positionné la cavité, mais après elle va où ? Donc, elle va vers où? C'est souvent la question que l'on a quand on rencontre des personnes sur le terrain qui croisent des spéléologues. Et la cavité, elle va vers où? Elle est comment? Donc, déjà, comme vous l'a précisé Jean, les premiers explorateurs se sont déjà attelés à faire du relevé topographique, bon, avec des moyens plus rudimentaires, on va dire, comme les échelles. Ça a beaucoup évolué, ça aussi. Donc, Jean nous présentera. Attends. Jean nous présentera tout ça quand je lui demanderai. Voilà, merci. Donc pour faire la topographie, je vais vous dire, c'est pas compliqué, c'est un peu fastidieux, c'est vrai. Donc je pense que les premiers explorateurs utilisaient... il nous faut faire un relevé de plusieurs données. Donc les premiers explorateurs, déjà, il nous faut une mesure de distance, on va dire. Une mesure de distance, bon, on peut utiliser... Je vais demander un coup de main. Une corde à nœud. Bon, une corde à nœud, comme c'est écrit, ça fait des nœuds. Une fois qu'on a ça, elle émettrait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Bon, la corde à nœud vous sert à mesurer une distance. D'accord? Voilà, pas trop tiré, pas trop mou. Et voilà, le problème de la distance. Bon, cette distance-là, bon, maintenant, elle est mesurée avec elle a été faite aussi par des décamètres, par ce que vous voulez. Maintenant, on a des appareils qui sont magnifiques. On fait bip, la distance, elle est enregistrée, 5,44 m en l'occurrence. Une fois que vous avez mesuré cette distance, il vous faut quoi d'autre? Un azimut. Pour une orientation. L'azimut, le nord, c'est le 0. L'ouest? Non. L'autre ouest. L'est, 90, 180, et ainsi de suite. Donc, ils utilisaient, j'en avais préparé, une boussole. Bon, une boussole, ça oblige à une visée de moi à la personne. Voilà. On note. Un petit carnet, on note. Super. Ça fait déjà 2 données. Donc, après, il nous faut un angle. Donc, c'est-à-dire l'angle donné entre ici et là-bas.
Une fois qu'on a tout ça, voilà. On a encore un petit appareil, toujours pareil. Bip, j'ai la longueur, j'ai l'azimut et j'ai la pente. Fantastique. C'est très très moderne. Hein. Donc on est passé de ça, une cordelette, une visée, à un appareil, à un bip. Voilà. C'était surtout pour marquer l'évolution comme pour le matériel, la topographie avait beaucoup d'évolution. Merci. Je récupère ma cordelette et puis un conseil, laisse un peu mesurer les autres, hein, toujours. Voilà. Donc une fois qu'on a ces données, ben, on a des calculs trigonométriques qui nous permettent de... Ouais, c'est bon. Qui permettent de faire un cheminement de la cavité qui est orienté. Bon, je vous passe les calculs trigonométriques, hein. Tout le monde l'a appris. Donc, qui nous permettent de faire un cheminement de la cavité et une polygonale, comme on dit, et un report sur une carte. Nous avons la cavité qui est géolocalisée, la topographie qui a été faite à partir de points géolocalisés et qui continue. Voilà, un report sur carte facile, les appareils modernes font le travail très très bien, on n'a plus besoin de stylos. Une fois qu'on a fait une topographie faite sous terre, on sort, un quart d'heure après, vous avez possibilité de faire un report cartographique simple sur Google Earth ou sur une carte quelconque. Voilà, plus précisément, ça, il s'agit de la rivière du Bousquet. Voilà, une topographie qui a été refaite il y a 2 ans, si je me souviens bien. Voilà, 1200 mètres de réseau. 1007, d'accord. Voilà, ça doit représenter à peu près... de mémoire 140 ou 150 vis. 150 vis. C'est moi? Non. Ça doit représenter à peu près 150 mesures qui ont été prises. Donc c'est un travail fastidieux, long, intéressant toujours, mais bon. Voilà, après ce report cartographique, hein, vas-y, nous passerons à un dessin quand même, on peut pas y couper. Si on veut des précisions, une polygonale, un quadrillage, c'est pas non plus le plus intéressant. Si on veut amener des observations faites sous terre, l'entrée, le siphon qui est... que je me repère. Hein. Le siphon... Non, ici. Le premier siphon, la cascade, la cheminée qui remonte, toutes ces observations, les géologues en sont friands, les hydrogéologues aussi, je pense. Et... voilà, on essaye de définir les orientations des couches de pendage, tout ce que l'on peut observer en tant que spéléologue. Voilà. Et ce petit dessin, en l'occurrence, oui, Jean a participé, beaucoup de personnes qui sont dans la salle ont participé. Et voilà, c'était juste pour vous présenter un petit exemple d'une grotte assez simple, on va dire, 8715 mètres de topographie. Ça peut être beaucoup plus complexe et beaucoup plus long à gérer. Ouais, voilà. Voilà. Donc cet outil VMAP, c'est surtout un outil de travail. C'est un outil où il y a beaucoup de choses, où il y a beaucoup de données, qui est un peu, pas pointu, mais il faut être un peu connaître le milieu spéléologique pour s'en servir, et qui est plutôt orienté travail, inventaire. Donc ce qui nous a beaucoup intéressé c'est qu'on a ces questions permanentes, comme je dis tout à l'heure, qui sont... Elle va où la cavité? Elle passe par où? Elle passe sous la route? Elle va vers là? Elle va vers là. Donc on s'est dit, mais pourquoi, avec les moyens qu'on a, ne pas créer un site internet où on mettra de l'information du grand public, hein, sans être péjoratif, qui puisse être consultable, hein, compréhensible par le grand public. Donc nous avons créé ce site internet, la ZAC Explo, c'est là-dedans. La page, oui, bien sûr, bienvenue sur la page d'accueil. Voilà, bienvenue sur le site. Le site est consacré aux explos, enfin une petite présentation. Vas-y Jean. Quelques petits articles qui sont au fil de l'eau, qui sont publiés. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une régularité, mais quand on a de l'information, on la publie. Là, il y a eu le banquier, puisque comme l'a bien précisé Jean, le banquier, nous y avons passé 2 mois. Ça a été ma résidence secondaire de l'été, on va dire. Et voilà. J'ai pris des coups de soleil la semaine dernière. Oui, c'est ça. Un petit article sur l'aventure au banquier de cet été. Vas-y. Vous trouverez aussi sur ce site une collection d'images, hein, qui est alimentée par pas mal de... Bon, c'est vrai qu'on a mis les principaux photographes, ce sont des personnes quand même assez pointues dans la photographie souterraine. Donc ils nous amènent des clichés assez magnifiques. Ils nous prennent aussi beaucoup de temps,
parce qu'il faut les aider, et c'est très très long la photographie souterraine. Voilà. Bon, vous remarquerez que, bien sûr, les personnages féminins sont à l'honneur plutôt que les masculins, mais bon, c'est les photographes. Très bien, vous pourrez le consulter, c'est en ligne. Et pour répondre aux questions du grand public, nous avons mis en place, il n'y a pas très très longtemps, par l'intermédiaire de l'ISMAP, qui est un logiciel de cartographie qui nous permet de faire des cartographies grand public avec des données que l'on a envie d'intégrer dedans. Une carte vraiment orientée grand public. Voilà. Donc cette carte, vous allez y trouver comme l'autre, mais ce sera simplement concentré sur les cavités que l'on explore, qui sont liées à nos articles, à nos explorations et à nos relevés. Voilà. Donc vous retrouverez les... Hop, non, reviens s'il te plaît, un peu vite. Bien sûr, les secteurs, donc il y a la rivière souterraine du Bousquet, la grotte de l'Abeille, la grotte du Banquier. Bon, là, il n'y a pas tout. Les secteurs, ils sont là. Les secteurs, ils ne sont pas sur la carte. Vas-y, change, on revient. Et à l'intérieur de chaque topographie, en l'occurrence, là, c'est la grotte du Banquier. Comme disait Jean, 11 km 600 de topographiés. Ça fait des heures. Donc, vous retrouverez cette topographie orientée sur un plan. Donc, non. Pénible. Hein. C'est permanent, hein, vous inquiétez pas. On a un échange permanent. Donc vous allez retrouver cette grotte du Banquier en plan, avec les entrées, l'entrée haute, l'entrée basse, l'entrée de la grotte de la Loze. Et à l'intérieur de nous avons pris l'option, bon, pour l'instant ça plaît pas mal, vous cliquez sur un petit appareil photo. Quand vous êtes en ligne, on n'a pas eu la chance d'avoir, c'était un peu compliqué d'avoir une connexion internet qui nous permette. Vous cliquez sur l'appareil photo, et vous aurez une petite photo qui s'affiche de l'endroit. Voilà. Bien sûr, pour ne pas créer de tension entre nos photographes, des fois il y en a plusieurs. Hein, il fallait quand même... voilà. Donc plusieurs regards, un regard différent, une technique différente des photographies, c'est toujours intéressant. Vous cliquez sur l'appareil photo et vous aurez la photo de l'endroit exactement. Voilà. Donc pour l'instant, beaucoup, si vous y allez, sur le site, il y a la grotte du Banquier qui a été pas mal alimentée cet été. Il y a des photos qui sont faites au Bousquet. Petit à petit, au fil de l'eau, ça va se remplir, ça va se meubler, on va dire. Voilà. Donc, voilà, on a balayé un petit peu rapidement, peut-être. On ne va pas rentrer dans la technique de la topographie. Mais cette topographie, ça sert à quoi après? Bon, déjà, nous, on aime bien, hein, on regarde la topographie, ça nous permet de faire des plans sur la comète. La galerie, elle va aller vers là-bas en fonction de la géologie, en fonction de plein de choses. Mais après, ça sert surtout à nos amis hydrogéologues qui sont friands de toutes ces données qu'on observe. Parce qu'ils n'ont pas le temps souvent de venir les observer eux-mêmes, ils sont quand même assez débordés, ces gens-là. Et quand ils auront bien fait une synthèse entre les colorations, les topographies, tout ça, ben, j'espère que ça nous aidera quand même à protéger cette eau que nous avons au robinet. Voilà. Je transmets la parole à monsieur Nicolas Lienhardt. Merci. Oui, en marche. Okay. Merci Laurent. Je vais mettre le chronomètre parce que je suis sûr que je vais être trop long, alors comme ça... C'est la télécommande, cher ami. Ah, pardon. Alors attends, ça marche comment? Oui. Merci. Comme Laurent vient de dire, ça n'intéresse pas que les hydrogéologues. C'est ce que je vends à ma hiérarchie, puisque je suis juste un simple chef de service. Et j'essaie de convaincre les élus, ça sert à aménager le territoire. Parce que quand on connaît l'écoulement souterrain et une cavité, on ne va pas monter une ferme agricole, une usine, une route dessus, parce qu'on pourrait polluer une ressource qui peut être pour l'eau potable, qui peut être pour l'irrigation, ou qui peut être pour les générations futures dans une centaine d'années. Voilà. Donc, comme ils l'ont dit et rabâché, mon métier c'est hydrogéologue, donc je travaille sur les eaux souterraines. Je suis spéléologue depuis très longtemps à la Fédération française de spéléo et membre de l'Arzac Explo. Donc moi je travaille au conseil départemental. Alors comme il disait, je ne travaille pas beaucoup, je suis fonctionnaire évidemment. Voilà. Donc je suis sur mon temps personnel aujourd'hui, hein, pas de problème.
Donc voilà, quand on est passionné, c'était aussi l'occasion, parce qu'on peut faire des suivis sur un territoire qui est petit. Voilà, quand on est hydrogéologue dans le privé, on part à Dunkerque, à Singapour, et puis en fait on ne peut pas s'intéresser à un territoire. Alors moi, je vais vous parler des circulations d'eau sur le Larzac. Alors, vous êtes tous du secteur, alors je me suis dit on va commencer par un petit peu de géographie. Voilà. Alors où est-ce qu'on va travailler, où est-ce que nous sommes? On est sur le plateau du Larzac, on est au sud de Saint-Michel. Alors, il y a un pointeur sur ton truc, c'est ça? Hop, c'est bon, j'ai chopé. Voilà. Le Kellar, Saint-Michel, voilà. Ici, on a le pas de l'Escalette, alors on le connaît bien avec l'autoroute maintenant. Et puis ici, la vallée de la Brèze, là, qui monte à Saint-Pierre-de-la-Fage. Voilà. Donc ça, c'est le plateau. Alors, moi, je l'ai appelé Camp-Rouche, la Canourgue. Je me suis pas trop trompé, normalement. Voilà. Parce que je suis pas d'ici, moi. Je suis pas comme Jean, hein. J'ai pas mon papa qui faisait de la spéléo. Je vais essayer de rattraper, mais c'est pas gagné. Hein. Alors, sur ce plateau, il n'y a pas grand-chose. Par contre, en bas du plateau, on voit qu'il y a des sources. Alors là, je voulais vous voir apparaître au fur et à mesure. On a la source du Loup. Alors, il y en a peut-être qui la connaissent un peu. Les gens qui sont du coin, on voit la petite grotte là-bas derrière. Voilà, hop, le long de la route, à Péguerolles de l'Escalette. Et puis, au pied, il y a une source. Voilà. Il y a la source de l'Adou. Alors là, peut-être qu'on la connaît, parce que c'est une grosse source. Alors, à l'extérieur, ça donne ça. Il y a un petit bâtiment avec une porte, et puis il y a ce débit qui s'en va dans les jardins à Péguerolles. Puis quand on a la chance d'aller au fond du tunnel, voilà, il y a une grosse source tout au fond. Alors on a des appareils, hein, avec le département, on mesure ces sources depuis très longtemps. Quand on va dans la vallée de la Brèze, sur la commune de Soubès, on a les sources des Coutelles. C'est très important pour la commune de Soubès, parce que c'est ce qui les alimente en eau potable depuis très longtemps, et c'est ce qui les alimente encore. Alors c'est un petit captage communal. Donc, bon, je vous ai mis une petite photo, c'est un petit bâtiment à l'extérieur, et puis à l'intérieur, il y a la source qui est captée au fond, puis qui se déverse dans ces bacs successifs. Sur Saint-Étienne-de-Gourgas, il y a la source de Bronzine-à-Douire. Alors ma fille, elle dit toujours c'est brontosaure, parce qu'elle vient avec moi, elle est rigolote, elle est là, alors ça la fait rigoler. Alors ouais, c'est une belle petite source, Bronzine-à-Douire, parce qu'on voit un petit peu, donc il y a une petite cavité, il y a une rivière souterraine qui sort, il y a un seuil, et puis ça permet d'alimenter aussi en eau le hameau de Gourgas. Très belle source, il y a un gros débit. Alors après, c'est un peu compliqué, alors j'ai fait un pack, hein, on fait un tir groupé. Il y a les sources Avocat, alors il y a Avocat 1, 2, 3, 4, Bergère 1, Bergère 2, alors il y a Figaret aussi, voilà. Enfin elles ont des noms un peu alambiqués, alors que moi j'aime bien savoir où est Pierre et où est Paul. Je leur donne un nom, je les fais cartographier comme il a montré Laurent, puis je les enregistre sur une base nationale, comme ça personne ne peut plus changer le nom. Voilà. Alors des fois je demande quand même aux gens du coin comment ils voudraient qu'elles s'appellent, surtout quand elle est dans leur jardin. C'est bien, alors des fois ils nous donnent des noms. Alors c'est un peu compliqué, comme je disais. Alors là, vous voyez, j'ai fait un zoom. Alors il y a Avocat 4 qui est là, Avocat 1 qui est ici, Avocat 3, Avocat 2, voilà. Bon bref, ça coule de partout. Alors Avocat 1, c'est rigolo, c'est une petite voûte là qui a été construite par l'homme. Puis on a cette source qui sort. Alors on va s'y intéresser beaucoup parce que c'est là qu'on a fait nos expériences. Puis Bergère, c'est là, c'est un petit peu dans les jardins, c'est un peu plus loin là. C'est une dame très gentille, il y avait plein de touristes allemands. Pendant l'été, ils avaient mis des bières partout dans la source. Je vous raconte pas le bazar pour surveiller le colorant. Ça faisait un peu leur frigo, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, voilà. Et puis, il y a la rivière souterraine. Laurent, il vous a parlé qu'il y avait des cavités. Donc là, à Soubès, pas très loin des Coutelles, il y a un évent. Donc, c'est une cavité qui remonte à peu près sur 2 km, comme ça, et puis qui remonte vers le nord. Et à l'intérieur, il y a une rivière souterraine. Hop, je regarde pour pas oublier de vous dire des choses, parce que on sait jamais. Voilà. Alors du coup, avec ces sources, on va être obligé de faire un petit peu de géologie. Alors, je me suis dit que tout le monde a fait le programme de 4e à l'école, ça devrait être bon. Parce que ces sources qui sortent en bas du plateau, elles ne sortent pas comme ça par enchantement du centre de la Terre, on est bien d'accord. Ça a un lien avec la géologie. Du coup, on va essayer de s'intéresser un petit peu à ça, tout en restant très abordable. Hein. Je ne vais pas vous dire des mots grossiers avec Jurassique et tout ça. Hein. Bon, un petit peu quand même, allez. Alors, on va essayer de faire les choses simples. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bloc diagramme. Donc ça résume le causse ou l'avant-causse quand on est par ici. Donc on va commencer à s'intéresser à ce qui est au fond. Ça repose sur quoi? Alors quand on est vers le sud, ça repose sur les terres du Salagou, tout le monde les a reconnus, c'est les rufes, là c'est rouge, c'est blanc, c'est magnifique. Voilà. Alors ça, c'est les terrains de l'ère primaire, voilà, donc du Permien. Et puis quand on remonte vers le causse, sous nos pieds, très profond, on va retrouver d'autres formations, voilà, avec des schistes ou des grès. Puis surtout, on voit qu'à un moment, tout ça, il y a eu de l'érosion, donc ça a mis tout à plat. Puis après, c'est déposé les terrains suivants. Alors les terrains, le Trias, le Jurassique, tout ça, c'est l'ère secondaire. Voilà. Alors au début,
il n'y avait pas beaucoup d'eau, hein, parce que là, on est sous l'eau, hein, à l'ère secondaire, hein, c'est la grande baignade. Hein. Ici, c'est les tropiques. Donc, qu'est-ce qui se passe au début? On n'a pas beaucoup d'eau, donc on a ce qu'on appelle des évaporites. Alors, bon, ça nous dépose des gypses, souvent un petit peu des argiles. Puis après, on est sur des hauts fonds marins. Quand on a des grands océans, à cette époque-là, ça dépose des calcaires. Alors, c'est des temps, c'est pas à l'échelle humaine, hein, c'est en millions d'années, en centaines de millions d'années, forcément. Et donc, on en a des grandes épaisseurs. Donc, on a ce banc ici, de dolomie et de calcaire. Bon, c'est des roches riches en calcium et en magnésium. Voilà, c'est le Jurassique moyen. Après, on voit qu'il y a des marnes. Là. Il y a un autre épisode, on a eu des marnes, donc des matériaux plus compacts, plus étanches. Et puis, dans la partie Jurassique moyen, et puis Jurassique supérieur, on a les dolomies. Alors là, sur la coupe, il vous parle du volcanisme. Sur le secteur que je vous ai montré, c'est pas vrai, il n'y en a pas. C'est de l'autre côté, c'est sur l'Escandore qu'il y a les volcans. Voilà. Sur le secteur où on est, il n'y en a pas. Mais on peut avoir du volcanisme, alors qu'il lui, il est quaternaire, il vient coiffer la totalité. Alors du coup, on va s'intéresser à cette petite coupe. Là, on va la regarder en carte. Alors ça, il y a des gens qui aiment bien regarder la carte géologique. Il y a des spéléos, ils la connaissent bien. Puis si vous ne la connaissez pas, vous connaissez tous la carte IGN quand on va faire de la randonnée ou de la promenade. La carte géologique, c'est le b.a.-ba pour le spéléo ou le géologue ou l'hydrogéologue. C'est la même carte, sauf que on a mis des couleurs qui correspondent à la nature des roches et à l'âge des roches. Et du coup, je vous ai remis un petit peu l'échelle géologique, là, comme on a vu tout à l'heure là, sur le petit bloc diagramme. Et puis on voit que les couleurs correspondent. Donc là, si on est en haut du plateau, on a ces jurassiques, le bleu. Ici, on retrouve le marron. Là, on commence à être à la bordure du plateau. Là, on va dégringoler. On a le lias. Et puis on retrouve le violet ici. Et puis on retrouve le Montrias, là, je disais tout à l'heure, en dessous avec ses évaporites. Alors le jaune clair qui se balade un peu partout, c'est marqué E. Alors E, c'est des éboulis. En fait, c'est des terrains qui sont tombés, des dépôts qui se sont faits. Souvent, ça ne m'intéresse pas, ces terrains-là, et les spéléos non plus. Voilà. Hop, je vous ai remis la petite zone qu'on avait tout à l'heure, pour que vous puissiez voir où on se situe. Et puis surtout, deux éléments importants pour nous, c'est la faille de Saint-Michel ici. Donc la faille de Saint-Michel, elle a décalé tous les terrains. Donc en fait, nos investigations s'arrêtent en fait en butée sur cette zone-là. Je surveille le chronomètre, j'ai déjà 8 minutes. Bon, du coup, je reviens sur le bloc diagramme de tout à l'heure, parce que maintenant tout le monde l'a compris, avec le fameux Jurassique et le Jurassique supérieur. Ce qu'on observe, c'est que les sources, elles sont soit ici, tout simplement parce que sous les calcaires, il y a une couche étanche, et donc l'eau, elle ne peut pas descendre dedans. Donc comme il y a une vallée, la vallée de la Braise ou la vallée de la Lergue, l'eau, elle sort à cet endroit-là. Mais du coup, peut-être que les plus néophytes d'entre vous se demandent, mais pourquoi il y a de l'eau dans les calcaires? Parce qu'on n'est pas tous des érudits du karst. Je ne sais pas si je faisais un sondage à main levée dans la salle, si je dis le mot karst. Il y en a qui vont pas oser dire je ne sais pas ce que c'est. Ne le dites pas, je vais quand même expliquer. Le karst, c'est avant tout du calcaire. Alors, le phénomène auquel on va s'intéresser, c'est à la karstification, c'est-à-dire la création de ce karst. Tout simplement, quand on a un calcaire en surface, le plateau du Larzac, c'est facile, c'est chez nous, il va pleuvoir sur ce plateau du Larzac. On a quand même des végétaux qui poussent. Cette eau qui tombe va s'enrichir en gaz carbonique. Et puis elle va s'infiltrer parce que, vous savez, il y a les Pyrénées qui ont poussé, il y a les Alpes qui ont poussé, tout ça, ça a chahuté un peu les terrains, même jusque chez nous, et ça les a fracturés. Donc l'eau, une fois qu'elle est un petit peu acide, elle a tendance à descendre dans le sol. Et puis l'eau acide, vous avez tous mis un peu d'acide à la maison sur le calcaire, sur le robinet. Quand il y a du calcaire et qu'on met de l'acide, il disparaît. Et qu'est-ce qui se passe? On va agrandir les fissures. Alors on va les agrandir soit un petit peu, soit beaucoup. Alors quand on les agrandit beaucoup, ça permet aux spéléos d'aller dedans et de créer une grotte, tout simplement. Alors là, je vous ai mis un petit diagramme, on voit la pluie qui tombe. Alors c'est aussi pour expliquer qu'il faut se méfier entre le bassin versant, ici on a le sommet de la montagne, et puis le bassin hydrogéologique dont a parlé Laurent tout à l'heure. Le bassin hydrogéologique, il peut être plus grand que le bassin versant, parce qu'on voit bien que la goutte de pluie qui tombe ici, elle va s'infiltrer, et en fait elle va sortir à la source de ce côté-là de la vallée, alors que de ce côté, il n'y a pas de source. Et pourtant, on pourrait penser que toute l'eau qui va tomber ici va alimenter éventuellement une source. Heureusement que mon travail est un peu complexe, sinon tout le monde pourrait le faire à ma place. Alors, cette karstification, quand elle va être mise en place, elle va donner lieu à ce qu'on appelle un modelé karstique. Alors, le modèle karstique, en surface, c'est ce que vous connaissez. Vous allez sur le plateau du Larzac, c'est la géomorphologie du karst. Ça veut dire que vous n'avez pas de rivière. Sauf quand il pleut très fort, il y a des écoulements, mais souvent il n'y a pas de rivière. Vous avez des dolines, ces grandes dépressions plates sur le plateau. Vous avez des lapiazes, ces grands champs rocheux avec les fissures dedans. Et puis vous avez des petites vallées ou des reculées avec des sources.
Et vous avez également un modelé souterrain, puisque le karst va se développer en profondeur. Vous allez retrouver des cavités, vous allez retrouver des siphons, des réseaux noyés, etc., jusqu'aux sources. Donc heureusement qu'on a la karstification, sinon on ne ferait pas de spéléo. Alors, je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, on va revenir à notre petit bloc. Là, ça fait 3 fois qu'on le voit, on le connaît bien. Les seules formations géologiques qui vont intéresser les spéléologues et les hydrogéologues, eh ben, c'est celles que j'ai entourées en rouge. Parce que dans les autres, il n'y aura jamais de karstification. Donc on ne va pas avoir de vide. Et si on n'a pas de vide, on ne pourra jamais stocker de l'eau à l'intérieur, évidemment. Hein. L'intérêt des vides, c'est qu'ils peuvent contenir de l'eau. Alors des fois, on se fait avoir, hein, il y a de l'argile dedans. Ça s'est bouché, puis il n'y a pas d'eau du tout. Alors on fait des forages pour rien. C'est la vie. Alors du coup, maintenant, je vais parler des traçages. Alors il m'a flingué ma diapo, hein, l'ami Jean, parce qu'il vous a expliqué ce que c'était. Voilà. Alors on injecte un colorant dans un écoulement, alors ça peut être en surface ou sous terre, et puis ce qu'on a envie, c'est de suivre son parcours jusqu'à la source. Donc le colorant, c'est le spéléo miniature qui va parcourir les souterrains jusqu'à sortir, hein, parce que le spéléo est trop gros pour y arriver. Du coup, on va utiliser des colorants alimentaires. Bien sûr, il ne faudrait pas que si ça arrive dans un captage communal, on empoisonne les gens. Ou l'environnement, on pourrait tuer les animaux. Voilà. Donc c'est 100% alimentaire, même si ça ne fait pas fantasmer dans le truc, je ne le boirais pas comme ça, moi. Mais alors, il y a plusieurs types de colorants, on est très vigilant à ça. Alors, dans les années, alors je dis voilà, c'est dans les années 30, 50, les gars, ils y allaient avec un coup de 20 kilos. Hein. 20 kilos de colorant, c'était coloré sur 12 km, on le voyait pendant 20 jours. C'est fini, ça. Heureusement, maintenant, on met 1 kilo, 1,5 kg. Des fois, j'ai la main un peu lourde, merci Jean. Voilà, donc comme ça se voit. Bon. Je leur ai mis du pré-dilué dans un petit bidon, tout bien. Alors avant, c'était de la poudre, je vous raconte pas, les spéléos, ils se mouchaient vert pendant une semaine quand ils sortaient de la grotte. Hein. Donc là, maintenant, c'est dans un petit bidon, c'est tout bien. Alors, on le surveille, cette coloration, cette expérience. Alors, à l'œil, c'est un peu moyen. Il faut avoir un gars qui campe à côté de la source et puis qui va voir à peu près toutes les heures ou toutes les 2 heures. Bon, aujourd'hui, je sais pas qui ferait ça. À l'époque, il y en a eu. Hein. Il y a eu. Hein. Bon, on peut faire des prélèvements à la main, alors c'est pareil, alors là, il faut des bénévoles, il faut des gens qui les prélèvent. Alors il y a des appareils qui existent, et après, il faut l'envoyer dans un laboratoire. Et puis on peut faire de la mesure sur place, avec des appareils très modernes. Donc je vous en ai amené un ici. Donc c'est ce qu'on appelle un fluorimètre, donc il est en photo, mais là il est en vrai, c'est encore mieux. Et puis celui-là, en plus, je le sors de la source bergère, donc on a vu tout à l'heure. Donc c'est des appareils qui mesurent directement le colorant dans l'eau. Ben alors, il mesure quasiment 1000 fois plus que notre œil. Donc l'œil va rien voir, mais lui, il va nous dire que le colorant arrive. Alors ça m'intéresse, comme ça, on fait peur à personne avec l'eau du robinet qui coule vert, mais on a quand même la satisfaction d'avoir d'avoir réussi notre expérience. Ah oui, voilà, on va faire l'inventaire des traçages. Donc du coup, la cartographie montrée par Laurent, c'est important. Donc, avant de venir travailler sur le secteur, alors c'est un partenariat avec l'Arzac Expo. Bon, il y a le conseil départemental, c'est mon employeur. Et puis il y a aussi la communauté de communes qui est très intéressée pour ces éléments-là. Donc on a fait un inventaire des traçages qui existaient. Alors à l'époque, ce n'était pas des hydrogéologues, c'était des spéléologues. Mais il y avait quand même des hydrogéologues, on a parlé d'Henri Paloc, qui fournissaient notamment le colorant, puis qui aidaient les explorateurs à interpréter. Donc, on voit les expériences qui existaient, qui sont connues. Donc, je vous ai mis des petites grottes là, avec des points rouges, ou les sources. Donc, on retrouve nos sources de tout à l'heure, hein, qui sont sur cette frange-là, on a dit. Et puis, il y a des cavités. Alors, du coup, les traçages, alors soit c'est Jean qui va me rappeler les dates, ou sinon, je vais être obligé de remettre mon bidule. Voilà. Alors, on a 1963, donc on a dit c'est la veine du cochon, voilà, c'est celui-là. Voilà. Non, 64. Ah oui, pardon. 64, c'est celui-là en premier. Là, 63, ça a raté, ils l'ont refait en 1970, alors ça sortait avocat. Alors celle-là, très surprenant en 85, vous vous rendez compte, la distance, il y a 7 km. En plus, c'est sorti à une vitesse fulgurante. Voilà. Ils ont dit, ça a mis je ne sais plus combien de jours, c'est très rapide. Et ici, il y a la veine des perles. Voilà. Donc lui, il y avait deux traçages anciens. Alors après, c'est moi qui l'ai refait celui-là avec le club de Montpirou. C'était en 2013, je crois. Voilà. Donc ça, c'était les données qu'on avait sur le territoire. Parce que la question que se posait tout le monde, c'est la source de la Doue, elle a un très gros débit. Elle vient d'où son eau? Voilà. Parce que tous les traçages, là, regardez là, à mon avis, le gars, il pensait que ça allait sortir ici. Et bien, en fait, il n'y a rien qui est sorti. Vous n'imaginez pas sa surprise quand ça s'est sorti vers ici. Hein. Voilà. Donc du coup, on s'est dit quand même, il faut continuer.
il faut continuer ces expériences, puisqu'il y a des groupes d'explorateurs qui sont motivés. On y va, on va faire des nouveaux traçages. On a fait un programme là sur 2020 et sur 2021. Alors du coup, on a notre guest star sur toutes les photos, qui a une jolie scurion sur son casque. Elle est là-bas dans la salle, voilà. Alors, on a travaillé sur les grottes, je vous ai montré la veine Vaillée. La veine Vaillée, c'est celui qui était le plus au nord. Donc à peu près, j'ai mis 100 mètres de profondeur. Alors Jean, il dira que c'est pas tout à fait précis. Hein. Donc, au mois de décembre 2020, 1,5 kg, oui, pas trop, pas beaucoup. Hein. Par contre, c'est des spéléos qui sont descendus à 125 mètres. Alors je peux descendre aussi, mais pas sur le temps de travail non plus. On ne va pas mélanger le loisir et le travail. Hein. Voilà. Donc bien sûr, ça ne sert à rien que je descende, ils sont largement expérimentés. Et normalement, quand on fait le contrôle, on n'est pas censé toucher le colorant, parce que sinon on peut mélanger, et après on pense que l'échantillon d'eau, il a du colorant, puis en fait c'est les mains qui étaient souillées, hein, qui ont touché le flacon. C'est la plus belle expérience qui existe en hydrogéologie. C'est un gars qui avait fait un traçage qui avait mis un quart d'heure à sortir à la source. Voilà, c'était exactement le temps de trajet qu'il lui fallait pour faire avec sa voiture depuis l'endroit où il avait mis le colorant en bas, puis mettre ses mains plein de colorant dans l'eau, et puis les mettre dans le flacon. Alors le laboratoire a dit, ah bah oui, un quart d'heure. Hein, voilà. Donc il faut être vigilant, on essaie d'être vigilant, on n'en met plus partout. Alors cette coloration, elle était sympa, au mois de décembre, il faisait un peu froid, là, et puis ça avait l'air un peu difficile pour les spéléos. Alors, et c'est sorti à la source de la Doue, puis à la source du Loup. Alors bon, c'était un peu évident, vous me direz, mais bon. Voilà, donc là je vous ai mis les courbes. Alors ça se présente tout simplement, en bas c'est le temps, et puis en ordonnée c'est la concentration de colorant dans l'eau. Alors la courbe quand elle est verte c'est la fluorescéine parce que c'est vert, et puis quand c'est rouge, on le verra tout à l'heure, c'en est un autre. Donc là on a mis le colorant ce jour-là, puis pouf, il est sorti. 3 jours pour faire le trajet. Voilà, 2 km. Ça fait qu'il a circulé au maximum à 28 mètres par heure pour arriver. Alors c'est des vitesses qu'on n'a pas l'habitude, peut-être pour vous, 28 mètres par heure, on peut dire qu'il glande un peu le colorant quand même, il pourrait un peu passer la deuxième. C'est moyennement rapide, on peut avoir du 80 mètres par heure des fois. C'est déjà du grandiose, 80-100 mètres par heure. Voilà. En vitesse moyenne, c'est 16 mètres par heure, c'est pas trop mal. On a une petite perturbation par les pluies, parce qu'on voit que la courbe là, hop, là, il y a une petite vague là, puis on la retrouve ici. Donc ça c'est la courbe du Loup, et puis ça c'est la courbe de la Doue. Voilà, bon, celle-là c'est avec un appareil automatique, et puis ça c'est au laboratoire, puisqu'il y avait des gens, des bénévoles, qui tous les jours sont allés prélever un le matin et un le soir, sur toutes les sources qu'on a vues tout à l'heure quand j'ai commencé, pendant plusieurs semaines, et pendant toutes les expériences que je vais vous montrer. Mais, imaginez, voilà. Donc les résultats, on les a confirmés avec le laboratoire, c'est parfait, on était contents, c'était inédit. On a démontré ce traçage au nord. La veine des Deux Zèbres, c'était un traçage qui nous tenait beaucoup parce qu'il est au cœur de la zone. Un petit peu compliqué. Donc du coup, 150 mètres de profondeur, c'est grand comme ça pour descendre dedans. J'y suis pas allé non plus, hein, c'était pas assez grand pour moi. Mais il y a des courageux qui ont descendu un tuyau de pompier jusqu'à 100 mètres. Pour qu'au lieu de descendre le colorant en bas, on mettait le colorant par en haut. Puis surtout, en bas, dans cette cavité, il n'y avait pas de rivière souterraine. Alors que dans la première, il y en avait une. Donc c'était facile, on versait le colorant. En fait, il partait tout seul, n'est-ce pas Cindy? Il est parti tout seul. Voilà. Donc là, il fallait des gros moyens, descendre les tuyaux. Et puis surtout, vous voyez ici, il fallait faire venir des pompiers pour amener de l'eau, pour pousser ce colorant, pour que ça s'infiltre et puis que ça descende. 40 mètres cubes, ils ont emmené les pompiers, ils ont fait 9 rotations. Hein, c'était une super journée. La communauté de communes nous a filmé avec son drone. C'était magnifique. Voilà. Et en plus, ce jour-là, 19 mars, on a pris la neige. Voilà. Il a neigé. Voilà. Alors du coup, l'injection, comme je vous disais, un petit peu plus spectaculaire. On n'est pas sous terre, on n'a pas les casques, voilà, dans l'entonnoir directement. En fait, alors cette injection de colorant, elle est sortie. Comme disait Jean, j'ai eu la main un peu lourde, on la voyait à l'œil nu. Voilà. Donc là, c'est au fond du tunnel, à la source de la Doue. Ça se voyait un petit peu quand même. Hein. Voilà. Bon, c'est monsieur le maire et puis les habitants de Pégrolles de l'Escalette qui ont téléphoné en disant c'est un petit peu vert l'eau ce matin là. Voilà. Alors on n'y croyait plus trop parce que Jean il me dit tu t'es pas trompé dans tes calculs, on aurait dû en mettre plus parce que 23 jours il a mis pour sortir le Gugus quand même. C'est pas long, 3 km tout à l'heure, il avait mis 2 jours en 3 km. 23 jours, donc là on n'y croyait plus du tout honnêtement. Voilà. Ça arrive, des fois on met du colorant puis il reste piégé dans un siphon, il reste piégé dans des orifices, voilà. Donc là, il est bien sorti. Bon, par contre, alors lui, vraiment, il ne s'est pas grouillé. Hein. 5 mètres par heure, il a pris son temps. Alors on pense quand même qu'il lui a fallu du temps pour descendre quand même. C'est-à-dire le tuyau, il était quand même déjà à 100 mètres, mais il restait encore 200 mètres à faire, entre 100 et 200 mètres. Donc il faut le temps que ça descende, puis que ça retrouve un écoulement, et puis que ça se mette en circulation. Donc c'est normal. Toujours les résultats confirmés avec le laboratoire.
Ça, c'est pour les puristes, parce que souvent, ils me disent, vous n'avez pas fait des contrôles au laboratoire. Si, c'est fait. Voilà. Encore un traçage qu'on a mis en œuvre, là. La veine des perles. Alors, on l'avait déjà fait. Hein. Il y en a qui vont me dire, ouais, on l'a déjà fait 2 fois. Donc, de nouveau, c'est dans la veine des perles. De nouveau, c'est Cindy avec sa belle scurion. Hein, on voit bien. Hein. C'est le même casque que Jean il a montré tout à l'heure. Voilà. Donc là, il y a une petite rivière. La grotte n'était pas très grande. J'ai cru comprendre qu'elle s'était un peu élargie depuis pas longtemps. Du coup, on peut passer maintenant. Voilà. Le fait de mettre le colorant, ça a donné envie à certains d'aller voir plus loin parce que ils ont dit c'est bien ça, il y a du vent, on va peut-être aller creuser. Voilà. Alors c'est sorti. Alors c'est un autre colorant, hein, je vous disais tout à l'heure. C'est rouge celui-là. Parce que des fois, on arrive avec les appareils, c'est vachement bien, on peut faire 2 colorants. Enfin, on peut même en faire 3. Et du coup, ça permet de faire des grosses manipulations en même temps. Parce que vous avez vu, quand il faut faire venir les pompiers, machin, tout ça, ça demande quand même une organisation. Donc autant en faire 2 ou 3 en même temps. Puis les bénévoles, quand ils vont prélever un flacon d'eau, qu'on en analyse 1, 2 ou 3, c'est pareil, ça fait une seule personne qui prélève un seul flacon. Sinon, il faudrait le faire 3 fois. Donc cette expérience-là, elle est ressortie à Soubès. Alors ça, par contre, Franck, il ne savait pas parce qu'il me l'a demandé. C'est ressorti au S2. Voilà. Alors c'est ressorti dans la grotte que je vous ai mis tout à l'heure sur la carte, là, l'évent de Soubès. Alors c'est marrant parce que c'est sorti dans le siphon 2, là, mais pas dans le siphon 1. Faut pas me demander pourquoi, j'en sais rien. Voilà. Donc il y a des écoulements. Donc ça, c'est une grotte. L'eau, elle arrive du fond comme ça, là, elle coule en dessous, voilà. Puis là, après, elle s'infiltre, elle s'en va, et l'entrée de la grotte est ici. Donc là, il y a des petits siphons, puis il y a des petits lacs. Et ben, celui-là, c'était positif, et puis celui-là, c'était négatif. Voilà, c'est le laboratoire. Par contre, au captage de la commune, donc de Soubès, on a une petite courbe en rouge, là. Bon, faites pas attention au bidule, là, c'est parce que des fois, il y a de la lumière qui arrive à passer à travers la porte, alors ça me fait des interférences. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est l'allure de la courbe. Voilà. Donc de nouveau, là, une belle vitesse d'arrivée, hein, 61 mètres par heure pour arriver, il est un peu cravaché. Par contre, derrière, il a mis du temps à partir. C'est très long, très long. Alors ça, ça veut dire que le colorant, il s'est mis dans un volume d'eau important. Et puis, les vitesses étaient de départ... Alors, il y a un actif en dessous, certainement, qui draine. Ça file, mais ça reste stocké un peu au-dessus, comme une éponge qu'on presserait tranquillement. Ça veut dire on en envoie dans le tuyau, mais on continue tranquillement de remettre des gouttes, Voilà. Donc, il y a certainement un niveau qui fait un peu éponge, qui garde, et puis qui redonne petit à petit dans le grand tuyau qui est en dessous, lui qui envoie, par contre, qui a du bon débit. Hop. Oh, je suis sûr que je vais encore dépasser le... Oh là là, j'ai dépassé de 3 minutes. Je me dépêche. La grotte du banquier, ils vous en ont parlé, la fameuse grotte. Alors j'ai mis 12 km. Donc là, c'est pareil. Moi, j'y suis pas allé, parce qu'il faut partir pendant 8 heures sous terre. Non. Plus ? Oui, bon. L'année prochaine, je viens, l'année prochaine. Voilà. 31 juillet, donc c'est tout récent, quand ils ont fait le pompage qui vous a été expliqué. Au fond de la grotte, après avoir exploré, ils ont retrouvé une rivière souterraine. Donc ils m'ont dit, il faut mettre du colorant. Alors, hop, c'est parti. Ils sont partis avec un bidon et ils ont versé dans la rivière. Et c'est sorti, les fameux avocats et bergères. Là, vous savez, les petits paquets que je vous montrais tout à l'heure, là, c'est chez les gens. Hop, on va le mettre, les quelques photos. Donc c'est sorti, voilà. Alors, encore une belle courbe, là. Il n'y a rien. Puis d'un seul coup, hop, c'est monté. Alors ça se voyait à l'œil, pas trop. Moins qu'à Pégorol de l'Escalette, voilà. Donc là, pareil, bon là, il y a eu un petit souci, donc j'ai fait une reconstitution, c'est pas grave. Donc il a mis 18 jours pour faire 2 km. Voilà. Alors il y avait 80 mètres de dénivelé. Ça fait une vitesse pas terrible quand même, 4 mètres par heure. Donc tout ça, c'est pareil, ça veut dire qu'il y a certainement du stockage. Donc du volume. Ah, je fais une synthèse pour conclure, après j'arrête. Donc la synthèse, on va faire une carte, normalement, voilà. Donc en bleu, on avait ce qui existait avant. Et puis là, en vert, on a rajouté les expériences. Donc la veine Vaillé qu'on a vu tout à l'heure, qui est sortie ici, la veine des 2 zèbres, qui est sortie ici. Donc c'était là, vous voyez qu'il y avait les pompiers. Vous imaginez, on était en plein milieu. Très intéressant pour nous. Du coup, on s'est dit, on va faire le bassin hydrogéologique. La goutte de pluie, à quelle source elle va sortir? Ça y est, on peut jouer. Alors, on peut jouer avec ce qu'on a. Hein. Moi, ici, je ne peux pas faire des miracles. Hein. C'est une hypothèse. Hein. Voilà. Par contre, on a lui. Donc ça, c'est pas mal. Je fais le bassin de la source de l'Adoux. Ensuite, on va essayer de faire le bassin suivant. Hop. J'ai plus le... Jean, ça marche plus. Tu m'avais mis un minuteur. Appuie sur la flèche pour la suivante, ça va mettre le bassin suivant. C'est pas grave. Bon, sinon je le fais, c'est pas grave, on s'en fiche. Du coup, ici, on a le traçage historique là, qu'on ne peut pas reprendre à celui-là, mais par contre, on a le banquier qui est par ici. Oups, là. Le banquier qui est par ici. Donc, on va sortir aux avocats. Et puis ici, donc, on peut dessiner le bassin qui va être
sur la veine des Perles, donc la Canourgue, là, avec une partie qui vient sur Soubès. Par contre, on a une partie qui vient sur cette source qui s'appelle Bronzinadouir, qui est sur le flanc ouest là, du cirque de Gourgas. Donc c'est un petit peu une curiosité. C'est bon, non, Jean, ça va plus. Fais appuie sur échappe et puis tu le remets. Il y avait quoi après? Sinon on va s'arrêter là. Non, mais c'est bon. C'est bon, t'embête pas, Jean. Voilà, du coup, donc, comme on voit au niveau historique, on a ce traçage-là qui est assez ancien, mais qui n'a pas été fait avec des appareils modernes. En fait, on sait juste que c'est sorti là-bas. Alors scientifiquement, c'est sorti là-bas en 2021, c'est un peu ledge quand même. Voilà. Donc il faudrait qu'on arrive à quantifier avec des mesures, avoir des courbes, etc. Donc celui-là, il est à refaire. Par contre, c'est une grosse expédition. Non, t'embête pas, Jean. Voilà, c'est une grosse expédition, donc les spéléos ne veulent pas trop y aller parce que c'est compliqué. Voilà. Donc ça va être fait. La veine du cochon, il doit être refait aussi. Parce qu'on a l'eau qui peut partir vers le nord, tout simplement. Donc, c'est des choses qu'il faut vérifier. Parce que la frontière, là, ici, de notre zone, là, bah, finalement, on ne la connaît pas trop. Voilà. Alors après, il faut savoir que les écoulements qui partent là-haut, on va vers la source de la Vis, on va vers Gournéras, c'est quand même très loin, là. Hein. Voilà, c'est des grandes distances. Voilà. Et puis, du coup, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Hop. Oui, c'est tout. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà. Je remercie tous les bénévoles. C'est très important, j'ai déjà dit. Vraiment tous les bénévoles de l'association, parce que autant nous, on fait la partie scientifique. On a fourni le matériel qui est relativement cher, mais par contre, le temps humain, c'est très précieux et c'est très cher aussi. Et il y a quand même de nombreux bénévoles qui, à chaque expérience, sont venus tous les jours faire ces prélèvements. Et ça, c'est vraiment très précieux. Et je les remercie. Et je vous remercie aussi de m'avoir écouté. Marche plus ou il marche? Si, ben toi ça va marcher, moi c'est avec moi que ça marche pas. Et c'était quel bouton? Celui du haut là? Celui du haut c'est pour faire le pointeur là, ouais. Et puis pour avancer. Ah ben là c'est les flèches. Voilà. D'accord, voilà, c'était bien. Donc pour conclure, voilà, moi je m'appelle Franck, je suis spéléologue comme tous les autres, mais j'ai une particularité, c'est que je me suis spécialisé en fait dans les parties aquatiques des cavités. Vous avez vu différentes présentations, et donc l'idée c'est pour terminer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut voir quand on plonge sous terre. Donc c'est une présentation qui va être en deux parties, un petit florilège d'images, de paysages qu'on peut rencontrer pas très loin d'ici, et un peu plus loin à l'échelle de la planète, partout où il y a du karst, donc des roches calcaires. Et puis après, sur la fin, on finira avec en fait l'utilité, qu'est-ce que ça peut apporter. Donc on va recouper les grands champs d'application de la spéléologie avec la spécificité souterraine. Donc plongée sous terre, donc je vous ai mis que c'était un milieu protéiforme. C'est un peu comme la spéléologie, c'est-à-dire que on a des formes particulières et que chaque cavité est différente et qu'à l'échelle d'une même cavité, on peut avoir une certaine variabilité des paysages et des morphologies et des configurations. Donc plongée sous terre, c'est de la spéléologie. On est sous un plafond, on est dans une grotte, et sauf que la grotte est remplie d'eau. Et moi, ça a été à l'origine de ma vocation. Je faisais de la spéléologie avec les collègues, hein, et puis on arrivait de temps en temps sur un endroit où la galerie était pleine d'eau. Et là, avec les techniques de spéléologie qui permettent d'évoluer dans des cavités à l'air libre, on est limité, on est obligé de s'arrêter, on est bloqué, on est frustré. Et en fait, effectivement, la motivation initiale, c'est d'une frustration. Hein. Je suis un spéléo frustré, je l'assume. Et donc, voilà, ce pourquoi je me suis un peu spécialisé là-dedans, parce que c'est une discipline très spécifique et qui nécessite de s'adapter chaque fois. Donc, du coup, un petit florilège de ce que ça peut être. Donc, la plongée souterraine, en fait, on a toujours trois constantes dans toutes les cavités. On est dans l'eau, bien sûr, hein, puisqu'on est en plongée. On est sous un plafond, puisqu'on est dans une grotte. Et on est dans le noir, puisque la lumière du soleil ne passe pas. Ça, c'est les trois constantes qu'on retrouve dans toutes les plongées souterraines. Mais ensuite, vous allez voir que le matériel nécessaire pour pouvoir investir justement ces cavités va devoir être adapté, puisqu'en fait, en fonction de la morphologie, il peut changer complètement. Donc, je commence toujours par la partie la plus sympathique, la plus agréable. Vous voyez des grands tunnels, des gros conduits calibrés. Hein. Donc là, on voit un petit peu une section presque circulaire au milieu. On a toujours dans les volumes amples, là on peut avoir des galeries très hautes. Vous voyez là 3 plongeurs qui vous donnent l'échelle. Hein. Un plongeur tout équipé avec les palmes aux pieds, il mesure entre 2 mètres et 2 mètres 50 à peu près de long. Donc vous voyez un petit peu une idée dans une galerie qui fait à peu près 8 mètres de haut pour 4 de large. Alors souvent on nous dit oui, sous terre c'est étroit, ça fait peur, on est coincé. Bah là-dedans, on n'a pas du tout l'impression d'être coincé, même au contraire, des fois on est au milieu de rien, si l'eau est un petit peu trouble, on a du mal à se repérer. Et donc c'était une chose auquel il faut s'adapter également pour pouvoir se repérer et puis ressortir en toute sécurité.
Un autre type de galerie volumineuse, là on est sous le causse du Larzac à la source de Gournéras. Voilà, un gros conduit bien calibré avec des virages, un sol chaotique. Vous voyez ces roches là qui sont tombées certainement du plafond ou des parois, mais à une époque à laquelle nous on n'était pas là, hein, où les spéléologues n'existaient pas encore. D'autres types de paysages qu'on peut rencontrer, ça c'est la source du Durzon qui alimente 17 communes il me semble, hein, qui est sur le nord Larzac, un grand volume aussi avec du sable, on voit des sédiments qui sont déposés au sol et jusqu'à présent tout ce que je vous ai montré ce sont des galeries qui sont très amples et qui souvent se développent loin. Et parce que vous avez vu l'exemple de la cavité du Banquier qui se développe sur 12 km, dans le karst, dans les rivières souterraines peuvent se développer justement sur de très très grandes extensions. Le Durzon est connu actuellement sur plus de 2 km complètement sous l'eau. Gournéras que vous avez vu avant dans la veille de la Vis également sur plus de 2 km. Donc pour pouvoir évoluer en sécurité dedans, il faut du matériel spécifique. Là les plongeurs sont équipés de recycleurs, c'est-à-dire ce sont des scaphandres qui recyclent le gaz, ce qui fait qu'ils ne font pas de bulles et qui leur donnent une plus grande autonomie et qui permettent d'optimiser aussi le gaz qu'ils respirent pour avoir moins de paliers de décompression à faire et à moins fatiguer leur organisme. Par contre, ça implique qu'il faut des bouteilles de sécurité. Donc là, vous en avez une qui est déposée. On en dépose un peu comme le petit poussé. Et ensuite, comme il y a des grandes extensions et des configurations qui sont lourdes, on est volumineux, on a de la résistance à la pénétration dans l'eau. Hein, et donc, on s'aide là avec des petits propulseurs sous-marins que vous voyez un peu sur l'image ici. Vous en avez un là, un autre ici, qui permettent justement de déplacer tout ce matériel et le plongeur en sécurité et en s'économisant. On reste dans les grands volumes, on a aussi des fois de la verticalité. Là, c'est une galerie qui est subverticale. Et là, vous avez carrément des fois des puits verticaux, comme on a des fois sous terre. Là, vous en avez un ici. Ça, c'est la source de Burle qui est à Saint-Énimie, dans les gorges du Tarn, hein, toujours sous les Grands Cosses, avec une eau magnifique. Et vous voyez que donc on a équipé une corde de spéléo, puisqu'on équipe toujours un fil guide pour pouvoir retrouver la sortie quand on est dans ces galeries-là, puisque l'eau peut se troubler, c'est-à-dire qu'on rentre dans une cavité avec de l'eau claire, et du fait du passage des plongeurs avec les turbulences générées par le palmage, et éventuellement si on sort de l'eau en amont et qu'on marche dans la rivière et que le sol est argileux, l'argile soulevée va être emmenée par le courant, et ce qui fait qu'au retour, vous verrez d'autres images tout à l'heure, on a une visibilité très dégradée. Donc on a toujours un fil d'Ariane, un fil guide, qui nous permet de rejoindre la sortie pour être sûr de la retrouver d'une part et pour pouvoir évoluer sans visibilité aussi d'autre part. Ensuite, on a le pendant, on a le contraire. Ça, c'est la version un peu cauchemardesque, on va dire. Ça, c'est des cavités qui peuvent être beaucoup plus étroites, des réseaux qui sont souvent plus jeunes ou dans des calcaires différents. Ici, on est sous l'Escandorgue, on est à la source de la Malahousie, près de Lunas, et c'est dans du calcaire un peu particulier. Vous voyez ces petits blocs qui se délitent au sol, là, ces petits pavés. Là, c'est du petit calcaire vraiment en petits bancs. Ça fait un peu des carrés de sucre, avec des passages un peu intimes. Donc là, vous voyez que les plongeurs, pour pouvoir passer là, n'ont plus du tout le même matériel que tout à l'heure. Là, ce sont des bouteilles classiques. Et qui permettent justement, qui donnent moins d'autonomie puisqu'on respire dans une bouteille le gaz qui est dedans, un peu comme la bouteille de gaz de la plancha à la maison, hein, et puis on expire dehors, donc on a moins d'autonomie, c'est un peu plus, il faut gérer différemment, ça fait partie des capacités d'adaptation. Toujours dans les parties étroites, on peut être amené à franchir des étroitures ponctuelles, donc là vous avez une galerie qui est confortable et vous avez ce qu'on appelle l'œil, voilà une étroiture dans la roche en place, il faut passer à travers en faisant attention de ne pas s'accrocher, de ne pas esquinter le matériel et parfois du coup bien viser, bien étudier le passage avant de s'engager à l'intérieur, de façon à être sûr de pouvoir passer sans s'accrocher, et puis aussi de le repasser dans l'autre sens sans difficulté. Et enfin, donc là on est dans un cas encore particulier, c'est que là nous sommes toujours sous les Grands Cosses dans les gorges du Tarn. Vous voyez que le passage, c'est un passage ponctuel qui est étroit, qui est plus haut que large, et pour pouvoir le franchir, le plongeur ne peut plus porter ses bouteilles sur le dos, puisqu'il serait trop épais, il ne pourrait pas passer, physiquement c'est pas possible. Donc on a adapté la technique, on déporte les bouteilles sur les côtés du plongeur, de façon à pouvoir passer un peu à l'égyptienne, hein, on se met de profil, on passe à travers ce passage, et au-delà de ce passage, on retrouve des conduits plus larges, plus confortables. Donc la plongée souterraine, c'est aussi ça. Donc là on se rapproche beaucoup de la spéléo, hein, quand il faut ramper, etc. Des fois, sous l'eau, on est obligé de faire un petit peu pareil. Une galerie, elle peut être également labyrinthique. Là, on est dans la source de Burle, toujours, sous les Grands Cosses, à Saint-Énimie. Et vous avez la galerie qui se dédouble, qui se divise. Et vous voyez que les deux galeries, en fait, il n'y a rien qui permet de deviner comme ça, de visu, laquelle nous ramène à la sortie. Alors là, le fait est que les deux ramènent à la sortie. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, d'où la nécessité, justement, de s'orienter, de se retrouver. Et la particularité, justement, quand on est en plongée, c'est que
notre autonomie est limitée à la capacité de gaz du scaphandre qu'on a sur le dos. C'est qu'en fait, quand on fait de la spéléologie à l'air libre, on a un accident, on a un problème, on s'esquinte une cheville, on a un coup de pompe, on est fatigué, un coup de froid, n'importe quoi. On a la possibilité, selon les conditions, de se mettre au chaud sous une couverture de survie, d'attendre les secours et de pouvoir justement compter sur les collègues pour venir intervenir et venir nous chercher. Là, en plongée, ce n'est pas le cas du tout, puisqu'on a notre temps qui est compté, d'où l'importance de la préparation et puis de la vigilance pendant l'exploration et puis de majorer la sécurité avec ce fameux fil d'Ariane et différentes techniques de gestion du gaz qu'on a sur le dos de façon à toujours avoir une marge de sécurité pour pouvoir rejoindre la sortie, même si on a des conditions dégradées, même si on a un petit problème, de façon à avoir le temps de le gérer. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais voilà, ça se prépare, ça s'organise comme une expédition spéléo, mais d'autant plus là avec la partie respirable. Et enfin, juste pour vous montrer une chose là qui était particulière, sur cette roche qui était là, qui est bizarrement, c'est une dalle qui est posée à la verticale, on ne sait pas trop comment elle est venue là, vous avez des formes un peu, des stries particulières, alors je ne suis pas géologue, hein, peut-être que Nicolas pourra nous le dire, mais le fait est qu'en montrant la photo à des collègues spéléo, ils nous ont dit que c'était un phénomène géologique un peu particulier, qui était assez rare, et nous, alors du coup, on n'avait pas du tout l'œil, moi j'avais pas vu, j'ai fait la photo parce que il y avait ce carrefour qui me plaisait, puis cette grande dalle, et c'est grâce à la photo, en partageant justement cette photo avec des collègues qui ont un autre œil que le nôtre et qui ont des connaissances qu'on n'a pas nous, qu'ils ont pu justement identifier ce phénomène, le nommer, le répertorier justement dans les bases de données géologiques. Voilà, un autre type aussi de cavité. Vous avez parfois de la roche qui est très sombre. Là, vous voyez, elle est noire. Alors, pour la photo, on a mis beaucoup de lumière. Hein. Là, pour faire cette photo, il y a 4 flashs, plus les phares des plongeurs. Mais quand la roche est sombre, en fait, ça absorbe la lumière. Au sol, vous avez un peu d'argile, hein, ça absorbe aussi tout ça. Et en fonction du type de cavité, à éclairage égal, on n'a pas du tout le même ressenti, on n'a pas du tout la même perception aussi du paysage. Et il se peut qu'on passe à côté de passages latéraux. Il faut penser qu'en plongée, on a un masque sur le nez, pas celui qu'on a sur les yeux. Hein. Et ce masque-là, un peu, ça fait comme des œillères, hein. Il est opaque sur les côtés, il est opaque au-dessus, en dessous, donc on a beaucoup d'angles morts, et donc il suffit de regarder, de contrôler un instrument ou de regarder quelque chose à un moment donné, on peut passer devant une galerie sans la voir, sans la trouver, ça fait partie des choses qui font partie de l'activité, d'où l'intérêt de pouvoir regarder partout, de plonger à plusieurs pour se partager le travail, quoi. À l'inverse, on peut avoir de la roche qui est claire. Là, du coup, elle va renvoyer un petit peu la lumière. Là, on est aussi près de Lunas. On est dans la rivière souterraine de la Val de Nise, qui a une grande extension, hein, puisqu'elle se développe sur presque 2 km maintenant, avec un dernier passage noyé qui fait plus d'1 kilomètre. Et là, vous voyez que, par contre, ce joli petit halo qui nimbe notre plongeur, là, c'est pas un effet artistique, c'est pas volontaire. C'est en fait l'argile que vous voyez qui est déposée au sol et partiellement sur les parois, qui, sans qu'on les touchait, hein, puisqu'on y faisait attention, mais juste les turbulences du palmage du photographe qui est passé d'abord, a soulevé ce petit nuage et a donc levé des sédiments qui se mettent en suspension et qui vont du coup dégrader la visibilité. Et cette dégradation de visibilité, ça peut arriver dans certains conduits comme celui-ci, où vous voyez que, comme vous disait Nicolas tout à l'heure, vous avez des fois des galeries qui ont été creusées par des rivières souterraines, qui après, à l'échelle des temps géologiques, ont été abandonnées, ont été colmatées par l'argile. Et là, on en a une qui a connu ça, et puis qui est reprise par l'eau. Mais vous voyez que là, le plongeur, il évolue entre le plafond et le bord d'un énorme talus d'argile qui a partiellement colmaté la cavité. Et là, vous imaginez bien que cette photo-là, on a pu la faire à l'aller, on n'a pu en faire qu'une, parce qu'une fois qu'elle a été prise avec les turbulences qu'on a levées, on ne pouvait pas la répéter, et qu'au retour, c'était même pas le retour, on avait tout rangé, tout plié, puis on rentrait à la maison, puisque l'horizon se limitait au bout du bras dans le meilleur des cas. Et donc pour illustrer ça, voilà, donc ensuite vous avez parfois de l'eau qui est laiteuse, hein, donc quand les particules ont été suspendues, là vous avez une vue sur un puits vertical, l'eau est laiteuse, donc vous voyez que du coup la perception se réduit encore, nos lampes portent moins, on utilise des lampes avec des faisceaux concentrés pour pouvoir loin et percer éventuellement un peu, sinon si elles sont trop diffuses, ça fait un peu comme les pleins phares dans le brouillard, ça diffuse la lumière, donc ça fait un halo dans lequel on ne voit pas grand chose, on est dans le nuage, et là justement cette photo est prise, vous avez vu dans une galerie qui est relativement intime, hein, avec 1,50 m de large pour 3 de long. Imaginez la même photo prise dans les galeries que j'ai montrées au début avec ces conditions, vous auriez vu un point lumineux au milieu de rien, hein, ça fait partie, voilà, de ces ambiances qu'on peut trouver. Voilà, donc là, vous voyez une galerie qui était claire à l'aller, le plongeur est passé, et vous avez donc les turbulences de ces palmes qui ont soulevé des sédiments, mais également les bulles qui sont expirées. Quand on plonge avec des bouteilles, qu'on recrache les bulles à l'extérieur, ces bulles vont frotter sur les parois, monter contre le plafond, et du coup décrocher tous ces sédiments qui sont plaqués pendant les crues en force quand le courant est plus puissant ou que le niveau d'eau monte, et qui vont se libérer à notre passage. Et ce qui peut donner des fois, voilà, là on est dans une
cloche entre deux siphons, et vous voyez que la couleur de l'eau, à l'aller, elle était comme sur la photo de gauche, la partie claire, et le retour, vous imaginez bien là que l'ambiance va être tout autre, d'où la nécessité d'avoir un fil d'Ariane pour guider, puisque là, du coup, on voit plus rien du tout. Donc c'est une des particularités de l'activité, c'est que les conditions se dégradent entre l'aller et le retour, et qu'il faut s'organiser justement pour pallier à ça. Et du coup, quand l'eau est trouble comme ceci, ça veut dire qu'on va sûrement progresser moins vite qu'à l'aller, puisqu'il va falloir faire attention, on suit le fil, il ne faut pas le perdre, à chaque fois qu'il est accroché, fractionné, il faut le passer sans risquer de le perdre. Donc ça, c'est des choses qui s'anticipent, qui se prévoient, et qui permettent justement dans notre gestion du gaz de garder suffisamment de gaz pour revenir, plus une bonne marge de sécurité, ça je vous l'ai déjà dit, je ne vous embête pas avec les considérations techniques. Ensuite, on a des fois des sections particulières, des paysages qui sont exceptionnels. Là, on est à Gournérou, dans la vallée de la Vis, sous le causse du Larzac, et vous avez ce qu'on appelle un miroir de faille. Alors là, pareil, Nicolas, vous le direz mieux que moi, parce que moi j'ai une formation littéraire, donc je suis plutôt contemplatif. Lui, il a le regard scientifique, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, on voit bien cette grosse cassure dans la roche sur laquelle les compartiments de roche se sont déplacés. Et vous devinez dans quel compartiment, lequel des deux compartiments était le plus soluble dans l'eau. C'est celui qui est à droite où se développe le plongeur, puisque le compartiment qui est à notre gauche, lui, n'a pas du tout été inquiété par l'érosion. Et c'est la roche de droite qui a été dissoute par l'eau majoritairement. D'autres paysages particuliers avec des formes, là il n'y a pas vraiment de forme particulière, des grosses, ce qu'on appelle des lames d'érosion, ces espèces de grandes langues de roche là, qui sont en proue. Et enfin en section particulière aussi, là on est dans la source de la Sorgue, on est à Cornus, sous le causse du Larzac, pas loin d'ici, sous le plateau du Guillaumard. Là on est sous une strate de calcaire, vous voyez qu'on est au plafond, le calcaire c'est un peu comme un gros millefeuille, avec des couches qui s'empilent les unes sur les autres, avec chacune des composantes chimiques différentes. Et du coup, vous voyez que là l'eau a dissous la couche qui était inférieure et qui laisse au plafond celle qui était la moins soluble. Donc ça fait des paysages variés. Donc là vous avez eu un panel de tout ce qu'on peut voir. La plongée souterraine, ça permet de voir tout ça. Et si on veut faire de l'exploration souterraine, il faut être capable d'avoir du matériel pour investir tout ça. Ou alors connaître ses limites, faire des choix et dire voilà, quand ça devient trop long ou trop profond ou trop près de toi. Ou alors si l'eau se trouve trop vite, j'arrête, c'est plus de mon domaine. Et ça, c'est des limites qu'il faut toujours avoir l'humilité de repenser régulièrement, parce qu'on vieillit aussi. Même si le matériel qui évolue devient plus léger et nous permet d'avoir l'impression de ne pas vieillir, on a quand même l'âge de nos artères. Et ça fait partie des choses qu'il faut intégrer dans les paramètres. Voilà, savoir respecter ses limites, les trouver, les définir, les redéfinir à chaque fois et les respecter. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on plonge sous terre? Et là on retrouve un peu des motivations tout à fait spéléologiques. L'intérêt c'est d'explorer, c'est-à-dire aller à des endroits où personne n'est jamais allé. Sur la planète, tous les sommets de plus de 8000 ont été escaladés par toutes les faces. On a des satellites qui maintenant ont cartographié tous les recoins de la planète. Les déserts qu'explorait Théodore Monod au siècle dernier, tous étaient cartographiés. Le Groenland et le pôle Nord qu'explorait Paul-Émile Victor a également été cartographié. À l'époque où ils partaient avec leur boussole et leur matériel. Aujourd'hui, on a la technologie, je veux dire, qu'il fait pour nous. Et au niveau de la planète, les deux endroits où on peut encore en fait découvrir des endroits vierges de connaissances humaines, ce sont les fosses abyssales au fond des océans, donc à plus de 10 000 mètres de fond, c'est pas évident d'y aller, et la spéléologie, les grottes, les rivières souterraines et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le moteur puissant, c'est l'exploration. Mais voilà l'exploration. Donc l'exploration, là un exemple, quand on est vous êtes le premier à partir dans une cavité, donc là on est en plongée, donc on déroule le fil d'Ariane qui nous permet d'une part de retrouver la sortie. Il est également métré pour pouvoir évaluer la distance qu'on a parcourue, savoir se repérer, savoir à combien on est de l'entrée pour savoir quand est-ce qu'il faut faire demi-tour, toujours définir ses limites. Et puis en même temps, c'est le témoin de l'endroit où on est allé, pour ceux qui reviendront plus tard, puisque en fait la spéléologie, c'est une discipline qui est assez récente, mais chaque génération en fait a pu apporter sa pierre à l'édifice et chaque génération apporte un peu plus. Donc nous, ce qu'on a pu faire en ce moment, c'est grâce à tous ceux qui sont passés avant nous et on s'inscrit dans cette continuité-là. Donc à quoi ça sert justement de faire de l'exploration? Donc là un exemple local, je ne vais pas trop m'étendre dessus puisque c'est l'objet de la prochaine conférence du 8 octobre, donc c'est pour vous appâter un petit peu. Donc ce sont des sources majeures là, qui ne sont pas très loin d'ici, la vallée du Lorounet à gauche avec la source du Pérol, vous avez le tracé en rouge topographique reporté sur la photo aérienne, et puis à droite la rivière souterraine du Bousquet que Laurent vous a présenté déjà tout à l'heure. Alors je n'avais pas prévu de le faire, mais en fait je vais être un peu opportuniste, j'ai profité de la situation parce que j'étais pas au courant, mais il faut savoir que ces deux cavités, donc la source du Pérol qui est à gauche et le Bousquet de Pérol, l'escalette qui sont là-bas, sont deux cavités où il faut plonger pour faire de l'exploration. Le Pérol, pratiquement d'entrée de jeu, au bout de 30 mètres, on est dans l'eau, il faut plonger, mettre la tête sous l'eau. Et le Bousquet de Péguerol, il y a au bout de à peu près 400 mètres de l'entrée, il faut justement plonger. Et donc on a dans la salle ce soir
du coup, pour le Pérol, Alain Vieilledan, qui est là-bas au fond, qui a été celui qui l'a exploré dans les années 80, sur plus de 500 mètres de l'entrée. Et pour la rivière souterraine du Bousquet, il y avait déjà eu des plongées au début des années 70, mais les plongeurs n'avaient pas trouvé le passage dans le premier siphon, qui est une belle vacherie, parce que c'est une petite faille étroite, et le passage est tout au fond de la faille, sur un talus d'argile, sous une étroiture, il fallait vraiment avoir le nez pour y aller. Et c'est Daniel Baraille, qui est ici, qui avait trouvé le passage, avec son équipe, qui avait poussé l'exploration sur très très loin de l'entrée. Et c'est des choses qu'on a pu poursuivre. Donc ces deux cavités, on a pu continuer l'exploration l'hiver dernier et l'été 2020. Et donc c'était 37 ans après leurs explorations à eux. Et si c'était 37 ans après, c'était pas pour rien. C'est parce que c'était des explorations qui n'étaient pas simples. Et à titre personnel, pour avoir eu le plaisir et le privilège de passer après eux en profitant de tout ce qu'ils nous avaient apporté, je mesure en fait l'importance en fait et la qualité de ce qu'ils avaient pu faire, puisque moi j'y suis allé donc 37 ans après, avec d'une part leurs informations déjà, puisqu'ils avaient publié, ils nous avaient transmis ce qu'ils avaient vu, avec des combinaisons plus souples qui engoncent moins, ce qui fait quand on marche longtemps sous terre, on se fatigue moins, on est moins engoncé, on est moins gêné, des combinaisons qui tiennent plus chaud, on souffre moins du froid, du matériel, des bouteilles qui sont plus légères, des éclairages moins encombrants, plus performants, qui permettent de mieux voir plus loin pendant plus longtemps, et donc du coup ça a permis d'aller plus loin. Mais donc voilà, il a fallu 37 ans entre les explorations de Daniel au Bousquet, de Pégrolles de l'Escalette, et de Alain au Pérol, pour pouvoir justement trouver la suite, continuer. Aujourd'hui, les deux cavités terminent sur des zones très étroites. C'est un peu nos limites d'aujourd'hui, mais peut-être que d'ici quelques années, alors j'espère avant 30 ans, pour le voir de mon vivant peut-être, d'autres équipes pourront continuer ces explorations. C'est ça aussi la spéléologie, c'est que chacun, Jeannot nous parlait de son papa et de l'équipe des Carmes qui avait fait les explorations dans le coin dans les années 50. Ils ont fait des explorations, ils ont apporté des choses, et ça a permis à d'autres équipes de continuer et puis de mieux connaître le territoire, notamment aujourd'hui avec tous les enjeux sur l'eau. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit. Donc ça, voilà, on vous en parlera plus en détail, plus précisément, le 8 octobre. Et donc l'intérêt, voilà, c'est qu'une fois qu'on explore une cavité, l'intérêt c'est de la topographier pour savoir où elle va et pouvoir justement l'étudier. Alors un petit retour en arrière pour vous parler un petit peu de l'action des spéléologues. Là on est en 1895 et on va voyager un petit peu, on va quitter les Grands Cosses, on va quitter l'Odève, la vallée de la Lergue, on va aller sur la vallée du Vidourle dans la ville de Sauve. Et ça c'est un dessin, donc en haut vous avez une représentation en plan, donc vue de haut comme une carte routière, et en bas c'est une coupe, c'est un profil. La ville de Sauve, c'est une ville particulière c'était une ville médiévale qui est construite sur un escarpement rocheux qu'on voit ici à ce niveau-là, avec au pied de cet escarpement rocheux une source. Là, c'est le Vidourle en fait qui s'est perdu en aval de Saint-Hippolyte-du-Fort et qui réapparaît gonflé de nombreux affluents sous les remparts de Sauve. Et cette ville, elle avait réputation au Moyen-Âge d'être imprenable. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand les nobliaux partaient en croisade, ils se faisaient un petit pécule en pillant quelques villes au passage. Et la technique à l'époque pour piller une ville, on montait un siège, on assoiffait les gens qui étaient à l'intérieur. Et quand ils étaient assez affaiblis, on montait à l'assaut. Puis c'était pas bien difficile de les découper en morceaux pour pouvoir se servir et repartir les poches pleines. Sauf que le problème qu'ils avaient à Sauve, c'est que dans Sauve, vous avez des avennes, des puits naturels, qui correspondent avec des plans d'eau. Alors à l'époque, la relation n'avait pas été faite, mais donc du coup la ville avait cette particularité et on a donc un de ces avennes, je crois qu'il y en a 3 ou 4, ça c'est le principal, il est sous la tour de Molles qui existe toujours, aujourd'hui c'est un restaurant et d'ailleurs si vous allez voir, vous avez une plaque en verre avec un éclairage qui éclaire la vasque et qui vous permet de voir ce petit puits là, et quand on plonge par la vasque ici, au bout de 70 mètres, on peut, alors la galerie continue ici sur plus d'1 kilomètre, mais on peut émerger dans cette cloche et puis voir le phare qui nous éclaire ici. Alors pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'en 1895, la ville de Sauve avait des gros problèmes. Un taux de mortalité infantile très élevé, des épidémies alors je crois que c'était fièvre jaune et choléra, et qui faisait qu'il y avait beaucoup de morts, puisqu'à l'époque on n'avait pas la médecine, on n'était pas au point où on en est aujourd'hui. Et ces problèmes-là étaient circonscrits uniquement sur la ville de Sauve et pas sur les villes autour ni les villages autour. Donc on ne comprenait pas pourquoi. Et donc on a fait appel à Édouard Alfred Martel, dont on vous a déjà parlé, qui est considéré comme le père de la spéléologie française, qui était très actif et qui était de Paris. Et on l'avait appelé pour faire une étude là-dessus, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et Édouard Alfred Martel est arrivé avec son équipe, ils ont fait des investigations, il a fait ce schéma-là. Et donc ça c'est un schéma hypothétique, parce qu'en 1895, personne ne plongeait. Donc en fait, il avait deviné déjà à l'époque le cours souterrain du Vidourle et la galerie qui existe, puisque ça, ça a été exploré, topographié depuis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à l'époque, la ville de Sauve avait la prise d'eau municipale en aval de la source ici. Et il s'est avéré que dans la tour de Molles, dans ce qui est aujourd'hui un restaurant, c'était les écuries.
Donc ça veut dire que tout le fumier, tout le crottin tombait directement en amont à 70 mètres à vol d'oiseau de la prise d'eau municipale. Donc quand ils se sont rendus compte de ça, on a déplacé les écuries et les problèmes de salubrité publique, de sauve ont été résolus. Donc ça justement, Édouard Alfred Martel et son équipe, les spéléologues avaient démontré justement la vulnérabilité du karst et des eaux karstiques, des eaux qui sortent sous les montagnes calcaires à tout type de pollution. Et de ça, il en a été tiré quelques temps après, en 1906, une loi qui s'appelle la loi Martel. Et cette loi, c'était justement, elle interdisait tout rejet dans le karst. Oui, pardon. Ah, bah alors c'était peut-être quelque chose qui a été modifié. Désolé, j'avais cherché sur Wikipédia, c'est peut-être pas une bonne source. D'accord, ça aurait été plus rapide que ce que je pensais. Bon, de toute façon, ça a été abrogé depuis. Et du coup, ce qu'il faut souligner, c'est qu'au monde, ça a été la première loi, justement, de salubrité publique qui a incité, justement, à respecter le karst pour éviter, justement, que les populations en souffrent et pour assurer, justement, la salubrité publique. Alors, depuis, cette loi a été abrogée, elle a été remplacée par des textes de loi plus récents, plus adaptés à la situation. Mais voilà, c'est en France, à Sauve, à partir de cette situation, qu'on a été incité à protéger le karst. Et donc, ce que font aujourd'hui les spéléologues et également les plongeurs souterrains qui évoluent dans l'eau, ça s'inscrit dans cette continuité-là. Je vous disais qu'on avait nos ancêtres qui avaient permis justement de se construire et d'avancer. Ça sert aussi à ça. Autre intérêt qu'on peut avoir, c'est que, comme c'est des milieux qui sont peu investis, les grottes et puis encore moins les galeries noyées des grottes, on peut y découvrir des formes de vie. Là, vous avez une magnifique bitinelle, ce sont des petits escargots cavernicoles, vous avez la taille réelle sur le côté, donc vous voyez c'est gros comme un grain de riz. Mais en fait, il s'avère qu'on a énormément d'espèces qui ne sont pas connues ou peu connues, ou alors qui sont connues dans des endroits mais pas localisées dans d'autres. Et donc, sans m'étendre trop sur ce qui sera dit à la prochaine conférence, dans la source du Pérol qui alimente l'Odève, on a découvert justement une forme de vie qui était déjà connue, mais pas répertoriée ici. Puisqu'ici, au niveau du Larzac, entre Larzac et Escandorgue, on est à la limite de partage des eaux entre Méditerranée et Atlantique. Et on est sur cette zone-là, il y a une inconnue, on n'a pas encore la réponse, mais il s'avère qu'il y a une zone où il n'y a pas de vie cavernicole, il n'y a pas ces escargots-là. Et là, le fait d'en avoir trouvé au Pérol, ça permet un petit peu de circonscrire la zone où on ne trouve pas d'animaux, et puis ça fait avancer un petit peu la connaissance pour essayer peut-être de trouver des réponses à ces questions. Pourquoi est-ce que là, sur la limite de partage des eaux, il n'y a pas de cette forme de vie alors qu'on la trouve un petit peu partout, sur tout le bassin méditerranéen et d'autres. On peut trouver aussi d'autres formes de vie. Donc ça, c'est un Spheromides raymondii, ça fait 2 à 3 cm de long. Ce sont des formes qui sont complètement inféodées, ce sont des animaux complètement inféodés au niveau souterrain, qui vivent dans le noir, donc ils sont tout blancs. Ils ont des antennes, ils n'ont pas d'yeux. Et là aussi, il y a des fois des phénomènes récemment, on en a découvert, alors c'était pas ici encore, hein, mais on a trouvé des formes de vie, on en a observé en tout cas dans la rivière du Bousquet et dans la source du Pérol également, qui se ressemblent, qui sont peut-être les mêmes. Là, il faudra peut-être pousser pour voir un petit peu si c'est un lien avec les caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Et là aussi, il y a des fois des formes de vie inconnues qui encore se découvrent aujourd'hui. Donc on est sur la biodiversité, c'est toujours intéressant. Une autre forme aussi de domaine d'étude, c'est l'archéologie. Là, on est dans la fontaine de Nîmes, un gisement de poterie, et qui permet, pareil, de savoir un petit peu comment est exploitée déjà la ressource. Là, en l'occurrence, à la fontaine de Nîmes, on est sous un puits, le puits Pesanti, et on en trouve un gisement de poterie qui devait servir à puiser de l'eau, justement, pour un endroit où il y avait un temple, en tout cas une zone de rituel. On peut également trouver, puisque ça a été protégé des fois des grosses périodes d'érosion externe, des eaux. Là, vous avez un gisement, on est sous le causse de l'Ortiz, dans le Calavenne de la Séoubio, des eaux qui sont déposées. Et alors parfois, ce sont des espèces relativement contemporaines, mais parfois on trouve, par exemple en Ardèche, il y a quelques années, on a trouvé un os de rhinocéros, quoi. Donc ça nous renseigne sur la faune qui était là, notamment à l'époque où les artistes de la grotte Chauvet sont exprimés. On peut retrouver encore des vestiges qui permettent de mieux connaître et de mieux comprendre. Et enfin, beaucoup plus rare, mais ça arrive, c'est une découverte qui a été faite il y a 5-6 ans. C'est-à-dire qu'au-delà d'un siphon, c'est-à-dire qu'en fait, dans une grotte où il a fallu plonger sur plus de 2 km, on émerge dans une cloche aérienne, et là on a trouvé ces drôles de formes là. Et donc c'est Pedro Balordi, un plongeur suisse, qui a fait cette photo, et en faisant un prélèvement, il s'est avéré que ce sont des bois fossiles, et c'est des bois qui correspondent à des mangroves aujourd'hui qu'on a en zone tropicale, et ça correspondait au climat qu'il y avait dans le département du Lot. Il y a, alors je ne veux pas dire un nombre parce que je ne l'ai pas en tête, mais enfin ça permet de mieux connaître un petit peu l'évolution du climat et de mieux connaître notre Terre.
Voilà, et en fait, donc, les derniers prolongements qu'on peut avoir au niveau de la spéléo et de la plongée souterraine, donc là, c'est une étude qui est menée actuellement au niveau européen et donc en France, relayée par l'Agence de l'eau et dans les départements par le conseil départemental. Ce sont les masses d'eau qu'on va étudier, qu'on va protéger, qu'on va essayer de mieux connaître pour voir si on peut, si elles sont déjà exploitées pour l'eau potable, si on peut plus ou pas les exploiter au cas où nos besoins augmenteraient, et éventuellement les zones qui ne sont pas encore exploitées, les ressources à protéger au cas où, plus tard, on en aurait peut-être besoin. Donc là, c'est intéressant puisque c'est très riche au niveau des enseignements, des échanges qu'on peut avoir entre spéléologues amateurs et spécialistes de terrain. Et enfin, une dernière phase de transfert voilà, juste l'avenir, c'est que je vous disais que nous on vieillit, le matériel est limité, la machine humaine aussi. Actuellement, il y a des développements qui sont en cours, notamment, ça c'est un robot qui est alors ça c'est un prototype, hein, parce que lui il n'est pas fait pour aller sous terre et en tout cas il risquerait de ne pas en sortir, il est trop volumineux. Mais la fac de Montpellier, l'IRM notamment, travaille sur un robot qui serait capable d'aller dans les sources, au-delà des limites humaines de progression, en profondeur, en distance, etc., en profil particulier. Et alors c'est en phase de développement, et donc du coup, on est aussi sur des machines qui auraient la possibilité de scanner en détail, c'est-à-dire donc là vous avez un plongeur qui a l'appareillage monté sur un propulseur sous-marin, les petits scooters dont je vous parlais tout à l'heure, et grâce à ça, alors c'est encore en phase de test, hein, mais quand ce sera fonctionnel, le plongeur évoluera dans la galerie, et quand il ressortira, on aura tous les éléments pour reconstruire complètement en 3D et précisément toute la galerie. Donc les galeries pleines d'eau, on pourra évaluer exactement le cubage en eau que ça représente, et puis après faire des modèles et extrapoler au niveau sur le plan mathématique pour l'exploitation. Enfin, juste comme transfert de compétences spécifiques de la plongée souterraine, et on est un petit peu d'actualité aujourd'hui, ce sont les sapeurs-pompiers qui interviennent justement après les inondations, notamment dans les maisons qui sont noyées. Il leur faut des techniques spécifiques puisqu'on n'est pas en plongée sous surface libre. Toutes les règles de sécurité qu'on apprend en mer ne fonctionnent plus, dans la mesure où on a un plafond sur la tête. Et donc, ils viennent emprunter aux spéléologues, aux plongeurs souterrains, leurs techniques. Alors là, ils s'entraînent dans les grottes parce que c'est plus simple de trouver une grotte noyée pour s'entraîner que d'inonder un parking ou une maison, vous doutez bien. Et donc, du coup, les sapeurs-pompiers font ça beaucoup. Et enfin, un autre transfert de compétences pour lequel on est sollicité, c'est la police nationale. Actuellement, c'est tout neuf, c'est en train de se faire. Vous savez qu'à Paris, en 2024, il va y avoir les Jeux Olympiques. À Paris, le long de la Seine, vous avez des voies sur berge qui, en fait, on a l'impression qu'elles sont construites sur du dur, mais en fait, elles sont sur pilotis et on peut accéder dessous. Donc, avec le risque terroriste, il va falloir que la police inspecte systématiquement, avant chaque passage de cortège officiel, tous ces endroits-là. Donc, en fait, l'appareil, on n'est plus en surface libre, on est sous un plafond. Et donc, ce sont des spéléologues, des plongeurs souterrains qui travaillent avec eux pour leur enseigner les techniques spécifiques d'utiliser sous plafond et de façon à ce qu'ils puissent accomplir leur mission en toute sécurité. Voilà, c'était un petit... Merci de m'avoir écouté. Et ça, c'était... Jean, tu conclus ? Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si on a un peu de temps. Je ne sais pas où on prune. Ah, une question. Je ne sais pas si on peut faire passer un micro ou si on peut passer sans. Il y a un deuxième micro, mais... Ouais, si on se le fait... Faut se laver. Bon, on a du gel après, il faudra se laver les mains, quoi. Le vrai ou le fantasmé ? Je vous fais rêver à cette heure-là ou je vous dis la vérité ? Bah, il paraît que derrière un rocher du lac des Rives, quand on y va bien regarder, quand on se promène, il y a des parpaings avec une plaque, avec une tôle. Donc forcément, quand on fait un barrage dans une cuvette, l'eau, elle reste. Naturellement, le lac des Rives, il se forme, mais il est très éphémère. Après, il reste longtemps parce qu'il y a des endroits où ça a été bouché qui fait que ça se vidange plus naturellement. Voilà. Désolé pour le mythe. Mais c'est quand même un lac éphémère, je veux dire... non, après, moi j'ai pas connaissance honnêtement. C'est lié aussi à la saturation du sol. Là-haut, ce sont des dolomies, donc c'est pas des calcaires. Ça fait des sables quand ça s'effrite. Donc s'il y a un peu d'argile qui se met entre ces grains de sable, ça fait un peu étanche. Mais il faut que ça soit saturé pour que ça gonfle. Donc il faut qu'il y ait déjà eu un petit peu d'eau pour créer les conditions d'étanchéité du fond. Et puis d'un seul coup, il faut qu'il y ait un bel épisode un peu méditerranéen. Et hop, ça va se mettre en eau temporairement. Bon, il y en a qui font de la planche à voile dessus, je crois me souvenir. Il y a une photo comme ça de quelqu'un qui a fait de la planche à voile sur le lac des Rives.
pouvez passer le micro parce que comme ça on peut... Ouais, ça dépend de l'altitude et puis si c'est un karst alpin ou si c'est un karst languedocien. Dans la région, en fait, la vallée de la Vis, où les sources sont à peu près 200 mètres d'altitude, on est à 13 à peu près. Voilà. Et par contre, si on se rapproche plus du Larzac, du Guillaumard, de ce côté, du versant océanique, la source de la Sorgue, par exemple, est à 10 degrés. Mais elle a 500 mètres d'altitude. Donc en fait, c'est en montant, à climat équivalent, plus on monte en altitude, plus elle se rafraîchisse. Sinon, c'est 12 degrés à peu près. La vallée de l'Hérault, par exemple, là, on est à peu près à 12 degrés. C'est assez constant. C'était fait pour un peu de provocation. Un peu de provocation, ça marche. Monsieur Vernon, présentez-vous quand même. Un peu de provocation. Je travaille à l'université sur le karst. Donc en fait, on a vu une vision un peu réductrice du karst avec des tuyaux et de l'eau dedans, mais un tuyau, quand on pompe l'eau, il n'y a plus d'eau dedans. Donc en fait, quand on parle du lac des Rives, c'est une formation qui est liée à l'altération. Et donc il y a un karst qui n'est pas suffisamment formé pour évacuer toute l'eau quand il y a trop d'eau. Donc, et c'est ce qui permet aussi d'avoir des sources pérennes, parce que le stockage en eau, il se fait généralement, on parle beaucoup des tuyaux, mais le stockage en eau, il se fait dans toute la masse et les picards qui se trouvent au-dessus des tuyaux. Donc c'est très bien d'explorer les tuyaux et de comprendre la circulation d'eau, mais il y a toute une partie dont on n'a pas entendu parler ici, qui est l'exploration du volume que montrait Nicolas au-dessus de la nappe d'eau. Il faudra qu'on aille voir cette fameuse trappe, ça m'intéresse beaucoup. Oui, non, on peut parler du karst et on peut parler du fantôme aussi. Ouais. Mais je voulais pas rentrer dans les picards non plus. Il faudra que vous nous parliez, à l'occasion d'une prochaine conférence, du réseau fabuleux qui est celui de la Vis. Depuis la Virenque, la Vis, avec son parcours souterrain jusqu'à Gournéras et Gournero. Oui, je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Parce que quand vous dites que le banquier est le deuxième réseau, le premier c'est lequel alors? C'est justement celui de la Vis, non? Alors on parle de développement. Oui. Ouais, c'est même pas certain que le banquier soit le deuxième. Enfin, il fait partie du top 10 du département. Je sais pas, il y a peut-être le... Il y a et Coudoulière, tout ça, c'est pas plus grand, non? Je sais pas. C'est le deuxième mondialement connu dans le Lot-des-Voies. Le Garel, non? Ah oui, le Garel, c'est 6. Ah d'accord, ok. Dans le Lot-des-Voies, en tout cas, c'est le deuxième sur le territoire Lot-des-Voies et Larzac. C'est le deuxième, voilà. La Leicas qui a été explorée dans le début des années 80 et le banquier qui fait à peu près 12 km, quoi. Voilà. De développement total. C'est fabuleux. C'est très loin, n'est-ce pas, Philippe? C'est pas le fantôme. La grotte du loup, elle va jusqu'où? Elle est longue ou elle est courte? Elle est petite? On aimerait bien qu'elle soit plus grande, je t'avouerai. Mais elle n'est pas très grande, non. Elle fait, allez, 50 mètres, 40 mètres de long. Bon, c'est pas très grand, hein. Là, c'est pas grand, hein. Imagine-toi, des fois 12 km, là, ça fait que 50 mètres. Mais on aimerait bien que ce soit plus grand. Faut gratter. Est-ce qu'il y a beaucoup de peintures rupestres ou aucune dans la région? Dans la région, il n'y en a pas. Enfin, pas de connues du moins. Je ne crois pas. Enfin, il faudrait demander à notre spécialiste Philippe Galland, qui n'est pas là, qui a déjà fait des conférences, mais ici, dans la partie méridionale, pas à notre connaissance en tout cas. Voilà. Il y a des vestiges archéologiques, bien sûr, dans la majorité des cavités, pas toutes. Hein. Un exemple, la grotte du Banquier, il n'y en a pas. Ben, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Hein. Ils ne se mettaient pas là où il y avait l'eau qui sortait, puisque l'eau à la grotte du Banquier, par exemple, sort tous les hivers. Mais en peinture rupestre, en tout cas de connu, à moins qu'il y ait des gens qui sachent des choses que moi je ne sais pas, ici, en tout cas, moi je... Ah oui, les peintures rupestres pour France 5. Voilà, elles ont 2 ans. Voilà. Non, mais honnêtement, non, pas de connu. Des vestiges archéologiques, oui. Et notamment Philippe Galland, qui vient régulièrement faire des conférences ici, expose très bien ça. Voilà. Mais on retrouve des outils, on retrouve des poteries, on retrouve des ossements. Mais à ma connaissance, pas de peinture rupestre. Dans les gorges de l'Ardèche, oui, hein, c'est ça, mais pas ici. Voilà, pas ici. Pas dans cette région des Grands Cosses, et ni d'ailleurs dans les Grands Cosses en général. Hein. Il y a des gravures connues
connue, entre Ganges et Saint-Basil-de-Puy-de-Bois, dans les grottes qui sont sous le thorac. La grotte de la Vache. La grotte de la Vache notamment. Ce sont des gravures, ce ne sont pas des peintures. Voilà. On a de la statue menhir aussi. Voilà, aussi, dans la région du Rouergue, ou un peu en dessous, là, vers le Tarn, ou à la limite Tarnero. On en a, mais voilà, pas de connus, du moins. Pas de connus, du moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. D'autres questions? Moi, je voudrais juste, s'il n'y a plus de questions, vous voulez d'autres questions, non? D'autres questions sur la turbidité, par exemple, ou pas? Non, il n'y en a pas. Non, il fallait que je la sorte, celle-là, elle était facile. Elle était très bien placée, ça. Pardon. Oui, bon, ça marche. Vous avez décrit des zones qui sont entièrement ennoyées. Est-ce que cela signifie qu'elles sont en équilibre avec une entrée et une sortie, ou que ce sont des zones qui sont complètement en siphon et qui, en fait, n'ont pas de courant? On a un peu tous les cas de figure. Hein. Nicolas, tu répondras avec moi. Mais en fait, par exemple, dans les photos que je vous ai montrées, par exemple, si vous êtes dans la vallée de la Vis, que vous immergez dans les émergences qui sont au bord de la Vis, donc qui sont à 1,50 m, 2 m au-dessus de la Vis, vous descendez des fois plus de 100 mètres en dessous du niveau de l'eau. Donc des fois, on est beaucoup plus bas que le niveau de la rivière extérieure. Et ça se reproduit, c'est à la Fouque de la Vis, c'est comme ça, Gronéras, Gronéro aussi, puis des tas de tous les autres siphons. Il y a beaucoup dans les gorges de l'Hérault, c'est pareil. En fait, on retrouve ça dans beaucoup d'endroits. Et puis il y a d'autres fois où des cavités, effectivement, c'est une poche étanche qui s'est remplie d'eau, où il y a peu de débit, effectivement. Donc, enfin, on a un peu touché, désolé, ces réponses un peu de Gaston, mais on a tous les cas de figure. Après, normalement, l'eau, la source, elle sort au niveau du lit de la rivière. La nature fait que ça s'enfonce progressivement. Et ce que dit Franck, ces cavités qui sont développées plus en profondeur, c'est que le phénomène dont on a parlé, la karstification, s'est produite sous le niveau à d'autres époques géologiques. Peut-être même la rivière était soit plus basse à l'époque, elle s'est remplie, soit que la géologie vraiment a pu bouger. Et après, on peut avoir des systèmes perchés, parce qu'il y a une couche étanche, par exemple, de marne, avec un système qui peut faire une bassine avec un siphon, mais auquel cas, il n'y aura pas de courant à. Et vous êtes confronté à des zones où il y a des courants? Oui, dans les rivières souterraines, en fait, souvent l'eau court, puisqu'on a, enfin, souvent elle suit la pente. Alors c'est ce qui est fabuleux, c'est ce qui est magnifique. Hein, quand on fait de la spéléo, bon, après tout est beau, hein, vous avez vu les concrétions, vous avez vu différentes photos. Après chacun a sa sensibilité, mais enfin, je pense qu'on est tous d'accord qu'une rivière souterraine, il y a toujours une dimension particulière. Vous avez le bruit de l'eau, vous avez l'ambiance, vous avez les petites cascadelles. Enfin, c'est quelque chose de fabuleux. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Et en plus, quand on est en exploration, on monte la rivière, c'est quand même c'est quand même des sensations, des moments, des expériences vraiment très chouettes. C'est vrai que, comme disait Franck, on se retrouve encore dans les derniers endroits au monde où on peut être voilà, dans la... Alors, c'est pas du tout un esprit de compétition, bien au contraire, c'est vraiment un esprit de découverte. Et c'est vrai que de fouler des galeries qui n'ont pas été encore explorées, c'est toujours... c'est surtout de les comprendre, voilà. On essaye de faire des explorations dans le but de comprendre le cheminement de l'eau, quoi. Il y a un plaisir un peu égoïste du moment où on découvre, où on en profite faire en équipe ou seul, parce que des fois on est amené à évoluer seul. Et puis après il y a tout le côté, tout ce qu'on va tout le temps comprendre pour collecter des données quand on y est, pour pouvoir après les communiquer, les partager, et puis après justement avoir de la plus-value. Hein. Chacun s'y retrouve, nous on apporte de la donnée brute, on est un peu les jambes, on passe ça aux têtes, qui ont des cervelles qui marchent toutes les nôtres. Et donc du coup ça permet d'avoir après des éléments supplémentaires qui permettent de mieux comprendre, donc du coup de mieux explorer la fois d'après. Et puis après, de les partager aussi avec tout le monde, avec le plus grand nombre, avec ceux qui sont passés avant nous aussi. C'est toujours aussi un plaisir de pouvoir échanger avec eux. C'est une activité, la spéléologie qui ouvre en fait sur plein de domaines, contrairement à ce qu'on pourrait en penser. C'est pas quelque chose qui nous enferme, même si physiquement oui ça nous enferme. Mais moi par exemple, juste pour parler de mon petit nombril, moi j'ai une formation littéraire. Jamais de ma vie j'aurais pensé que je travaillerais avec des mathématiciens qui fabriquent des robots, ou alors des biologistes qui étudient des escargots de quelques millimètres de haut. Ou encore, voilà, alors des archéologues qui étudient des vieilles poteries d'une époque sur laquelle il y a pas de choses à faire. Donc en fait, ça ouvre sur énormément de choses. Et le fait de pratiquer l'exploration comme ça, ça nous permet d'aller vers des gens, d'échanger avec eux. Et c'est toujours très très enrichissant. Alors souvent, les spéléos, on dit qu'ils ne sont pas sociables, qu'ils vont s'enfermer sous terre.
Après, en sortant, ils vont voir plein de gens et en fait, ils apprennent plein de choses. Voilà, moi, je rebondis sur ce que dit Franck également. Moi, j'ai fait la fac de la pioche. Donc, du coup, je ne pensais pas non plus, à un moment donné, me retrouver à parler à ces sujets-là. Ce qui est là, dans la dynamique de l'Arzac Expo Céladon, ce qui est important, on a des problématiques où on peut avoir des conférences où on va être pointu, où on va aller chercher vraiment. Là, l'objectif des conférences et du cycle que propose Prune et Nadège et la communauté de communes, c'est d'ouvrir ça au grand public. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans trop d'éléments techniques qui pourraient noyer un petit peu le grand public. Nous, ce qui nous importe, c'est que notre langage, où des fois nous on se comprend entre nous, alors on parle de galeries fantômes, on parle de karst, d'épikarst, voilà. Donc ça peut paraître des fois un langage un peu difficile à comprendre, mais ce qui est important, c'est aussi cet esprit de transmettre cette connaissance aux gens qui se posent des questions au quotidien, de dire tiens voilà, je suis face à une grotte et comment ça se forme et comment c'est l'eau et d'où elle vient et voilà. Et ça c'est vraiment le but de nos associations et je conclurai sur ça où voilà, tout ça se fait pas tout seul, hein. On a des partenaires qui sont là, notamment la communauté de communes. Et ça, je tiens vraiment à les remercier. Le syndicat intercommunal des eaux de l'Odève avec Arnaud Lobos qui est dans la salle, son directeur, et qui a permis tout ce que vous voyez, c'est-à-dire toutes ces explorations en l'eau des voies. C'est aussi grâce à ces moyens-là. Il y a des moyens privés aussi, il y a d'autres partenaires. Il y a aussi les médias qui nous suivent. Il y a Radio Lodève, il y a Midi Libre, il y a France Inter aussi, qui rigolent bien de notre accent. Ces Parisiens, ils rigolent bien de notre accent, mais bon, ils sont quand même là. Ils nous ont interviewés la semaine dernière. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça ne se fait pas tout seul. Il y a des partenaires, il y a des gens il y a des mairies, des collectivités, la mairie de Péguerolles, que je remercie également, Frédéric Groix et le conseil municipal. Voilà, donc il y a tous ces gens qui nous permettent de tous les week-ends aller nous rouler dans la boue, mais quand même de ramener de l'information pour comprendre et protéger la ressource en eau. Voilà, je vous remercie à tous en tout cas. On vous remercie. Et puis voilà, après je sais pas, je pense que... Il y avait une dernière petite question. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, c'est sur le site que vous avez cité au début. Et je ne l'avais pas marqué. Vous pouvez les répéter? Les sites avec les le plans. site. Alors oui, le site, c'est... Tiens, donne-moi la truc, c'est la diapo d'avant. Donc voilà, le site internet, si c'est bien ça, voilà, c'est www.larzacexploceladon.fr. Mais vous tapez Larzac Explo sur Google et vous retombez directement sur le site. Voilà. Donc on essaye d'alimenter, comme disait Laurent tout à l'heure, le plus régulièrement possible nos actualités. Prune, je te laisse conclure. Oui, juste pour signifier que donc, la sortie s'effectuera par là-bas. Pour ceux qui le souhaitent, le bar est ouvert en bas au patio avec sa terrasse. Et le prochain rendez-vous a lieu le 8 octobre pour la fête de la science. Ces conférences sont organisées par le musée de l'Odève, le service du patrimoine, l'Odève Ville d'Art et d'Histoire, et avec le soutien du ciel, voilà. Service des eaux intercommunales. Voilà, bonne soirée messieurs, dames.